En 2022, l'élection présidentielle vous a été volée. Emmanuel Macron a évité tout débat pour assurer sa réélection. En 2027, ce même bloc central va tout tenter pour nous réimposer un nouveau candidat du centre pendant 10 ans. Après des années à investiguer sur l'extrême gauche, Frontières va désormais enquêter sur le bloc central. Déclassement social, submersion migratoire, insécurité débordante, voilà le vrai bilan des macronistes. Et ses héritiers, Gabriel Attal et Édouard Philippe, veulent poursuivre cette politique chaotique. Dès septembre, Frontières sera présent à 360 pour vous couvrir chaque meeting, chaque sortie médiatique ou chaque polémique sur les réseaux sociaux afin de vous dévoiler des faits qu'aucun autre média ne vous révélera. Pour que plus jamais la Macronie ne puisse arriver au pouvoir. Alors, c'est le moment de nous aider. Faire des enquêtes a un coût. Déplacement, matériel, procès, prise de risque. Et pour cela, on a besoin de vous. Faites-nous un don défiscalisé à hauteur de 66%. Chaque geste a son importance. Comptez sur nous. Soutenez Frontières. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de 100% Frontières. Bonjour Eric Tegner. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Dans un instant, témoignage exclusif pour CNews, recueilli par Pauline Trefzer et Noémie Hardy pour la première fois sur une chaîne de télévision. Une victime de Jérôme Barella sort du silence et prend la parole alors qu'elle a tout juste 18 ans. Elle a été victime de Jérôme Barella quand elle était mineure, victime de messages. Il l'a prise dans sa voiture et il a eu un comportement avec elle, évidemment, complètement inapproprié avec une jeune fille. On va recueillir le témoignage de Pauline Trefzer et Noémie Hardy sur les coulisses de cet échange juste après le journal de Somaya Labidi. Bonjour Somaya. Bonjour Gauthier et bonjour à tous. Ce n'est pas un manque de moyens, mais il y a eu des failles incompréhensibles. Les mots de Gérald Darmanin auditionnés il y a quelques minutes devant la commission des lois du Sénat après le fiasco de l'affaire Liana. On aurait dû appliquer le principe de précaution, reconnaît le garde des Sceaux qui affirme que le désir de l'État est de faire toute la lumière sur les défaillances qui ont conduit à cette tragédie. Autre conséquence de ce fiasco politico-judiciaire, Sébastien Lecornu convoque dans une demi-heure plusieurs ministres pour une réunion de travail sur la protection de l'enfance et tenter de répondre aux défaillances. Au menu, examen de plusieurs mesures et arbitrage d'un certain nombre d'entre elles alors que la colère citoyenne gronde déjà. Hier soir, de nombreux rassemblements se sont tenus un peu partout en France pour dénoncer les failles de notre système judiciaire. Et puis la garde à vue de Patrick Bruel, prolongée de 24 heures. Le chanteur est entendu depuis hier matin sur des faits qui concernent à ce stade 13 victimes présumées. Sa garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris peut durer jusqu'à 48 heures. On reviendra évidemment sur cette garde à vue prolongée aux alentours de midi sur CNews dans 100% Frontières. Pour parler ce matin des suites de l'affaire Liana et de cette première victime de Jérôme Barella qui prend la parole, Hélène Roé et Jules Torres du JDD, Sabrina Gerlin-Bouillet du service police-justice de CNews, Sabrina Medjeber, essayiste, Alice Cordier du collectif Némésis. Et vous étiez hier parmi les manifestantes et les manifestants devant la place Vendôme notamment, et Reda Bellage, policier. Bonjour. Je le disais donc, bonjour à tous les six. Nous avons un témoignage exclusif ce matin, recueilli par Pauline Trefzer et Noémie Hardy, l'une des victimes de Jérôme Barella qui sort du silence, victime de textos proprement scandaleux, donc de ce pédocriminel qui traquait les enfants. Il a essayé aussi, il l'a fait venir dans sa voiture, donc c'est très important. Et elle a appelé la gendarmerie pour porter plainte suite à l'affaire Liana, et elle n'a toujours pas été entendue à l'heure où on se parle. Donc voyez ce premier extrait. Je salue aussi la présence de Pauline Trefzer et de Noémie Hardy qui sont en liaison avec nous. Et vous allez nous raconter, Pauline, dans un instant, les coulisses de cet échange. Comment vous avez fait pour trouver cette victime et pour qu'elle vous parle et dans quel état d'esprit vous l'avez trouvée. Mais voyez ce premier extrait. J'accepte une fois de monter dans sa voiture parce que ça arrangeait mon papa qui me ramène à la maison. On n'habitait qu'à 10 minutes. Donc le trajet s'est passé nickel. On s'est pas trop parlé, mais pas non plus ignoré. Il a eu rien de déplacé, rien de dit de déplacé non plus, rien fait. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout à l'aise. Et d'ailleurs, ce soir-là, j'ai reçu un message qui me disait Jérôme me demandait pourquoi j'étais en panique dans la voiture, pourquoi j'étais mal à l'aise, si c'était lui le problème, si j'avais entendu des ragots sur lui. Et donc du coup j'ai répondu que non, j'avais rien entendu, que j'étais pas à l'aise forcément et que je voulais pas en discuter. Et donc on en est resté là. Il me dépose, c'est dans une résidence, je l'ai fait me déposer au bout de la résidence. Et c'est tout. Après moi je suis rentrée chez moi et voilà, il est rentré chez lui aussi. J'ai dit merci, au revoir et c'est tout. Et ensuite il y a eu les messages, ouais. Mais après là je répondais plus. En fait le personnage est vraiment bizarre. Il
Il est trop, mais trop gentil, trop bizarre. Il fait que sourire tout le temps. Il est mauvais feeling, quoi. Pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi il veut tout le temps? Enfin, on se connaît pas trop. Il veut m'inviter chez lui tout le week-end. Il veut savoir ce que j'aime. Enfin, c'est quand même assez louche, hein. Personne de normal aurait fait ça, hein. Voilà, c'était effectivement plus que louche. Et vous allez entendre quand elle pense déjà évidemment à Liana et qu'elle veut aller porter plainte elle-même. Et à l'heure où on se parle, elle n'a toujours pas été entendue par les enquêteurs. Vous voyez ce deuxième extrait. À chaque fois, je repense à la petite Liana et je me dis, en fait, qu'est-ce qu'il aurait pu me faire si j'aurais dit oui. Un jour, je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance, mais je sais pas, en fait. Je suis un peu perdue. Je suis vraiment peinée, en fait, pour la petite, pour les parents, pour l'entourage et pour toutes les petites à qui il a fait ça aussi. Et en même temps, je me dis que moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance, en fait. Suite à cette histoire, quand je l'ai vu, quand on a montré son visage à la télé, qu'il est passé, je me suis dit, je peux pas laisser passer ça. Même si c'est qu'un petit signalement, il faut quand même que je le fasse si ça peut aider d'autres filles ou femmes en danger, si ça peut motiver à faire changer les choses, en fait, parce que c'est pas normal et on n'a rien fait. Donc, j'ai appelé la gendarmerie. Je les ai appelés la semaine dernière et je leur ai expliqué que moi, j'ai passé 2 ans avec Jérôme à faire du sport dans un club et que oui, il était bizarre, que j'ai reçu des messages hyper louches et tout, et donc du coup je serai bientôt convoquée pour tout ça. J'ai pas de date exacte, je sais qu'ils doivent me rappeler là prochainement, mais j'ai pas encore de date. Alors je vais vous donner la parole à tous, on va voir Pauline Trefzer et Noémie Hardy dans un instant, mais voyez, elle donne à Pauline Trefzer et à Noémie Hardy des exemples de messages reçus par Jérôme Barella. Il m'a écrit en fait il y a même pas un mois de ça. Il m'a dit, au fait j'ai oublié que je te dois toujours un McDo. Faudra que je te le paye bientôt car ça ferait plaisir aux filles de te revoir. En fait il prend toujours ses filles comme à part. Exactement, c'est ça. Et après il me dit, est-ce que tu reviens dans le Gers bientôt ou on passera te voir nous? Donc là j'ai tout. Je te laisse tranquille car je dois trop t'embêter avec mes messages. Mais d'un côté, j'aime faire chier les gens. Attends, je vais t'envoyer des messages toute la nuit qui me disaient... Donc les messages datent depuis déjà 3 ans, depuis ma première année de sport. C'était oui, mes filles, elles veulent te voir, on pourra faire des pizzas, dis-moi ce que t'aimes et tout. C'est plein de choses comme ça tout le temps. Et après, là, par exemple, j'ai reçu un message qui me disait « T'as pas l'air en forme depuis un moment, t'es distante... avec tout le monde. Il t'arrive quoi? La dernière fois que je t'ai ramené chez toi, tu avais l'air mal à l'aise et en panique dans la voiture. J'espère que c'est pas moi qui te mets dans cet état. Et si c'est le cas, dis-moi juste par rapport à quoi. Que je comprenne que je comprenne, juste car je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal ou de travers. Voilà. Et moi, j'ai répondu non, rien parce que j'avais... Un smiley, ouais. Et moi, j'ai répondu non, rien parce que je voulais pas d'embrouille. Pauline Trefzer, déjà, merci d'avoir recueilli ce témoignage pour CNews et pour notre émission. Et évidemment, ce témoignage sera repris toute la journée. Un témoignage très fort de cette jeune fille de 18 ans qui a été harcelée donc par Jérôme Barella jusqu'à il y a peu de temps. C'est ce qu'elle explique dans ce qu'on vient d'entendre. Entre ses 15 et 17 ans. Racontez-nous un peu dans quel état d'esprit vous l'avez trouvé et comment vous êtes parvenu à avoir ce témoignage exclusif pour CNews. Oui Gauthier, alors c'est hier lorsque nous avons interrogé un professeur de sport qui enseignait dans un petit club d'Auch où justement était licencié Jérôme Barella et ses 2 filles, car il faut bien comprendre qu'en fait c'est des cours mixtes dans ce club de sport, donc les adultes s'entraînent avec les enfants et c'est là que ce professeur nous a alerté, il nous a dit qu'il y a déjà 3 ans Jérôme Barella avait un comportement extrêmement déplacé. Et donc ce professeur nous dit qu'une de ses élèves vient tout juste de signaler ce comportement à la gendarmerie et c'est comme ça donc que nous avons eu le contact donc de Lisa, cette jeune fille qui a désormais 18 ans, qui est extrêmement fragile et choquée par ce qui s'est passé avec la petite Liana et tous ces souvenirs qui remontent, ce harcèlement sexuel qu'elle a subi de la part de Jérôme Barella lorsqu'elle l'a rencontré donc quand elle avait 15 ans dans ce même club de sport et tous les messages qu'il lui a envoyés. Donc
c'était des messages quotidiens, tous les jours, toutes les semaines, avec des invitations à passer tout le week-end chez lui. Et toujours ce même mode opératoire, essayer d'appâter ces jeunes filles avec de la nourriture, des pizzas, des McDo. C'est le même mode opératoire qu'on retrouve ici dans le Gers. C'est essayer de les amadouer en leur faisant croire qu'en venant à la maison, eh bien, ces jeunes filles pourraient jouer avec ces filles à lui, les filles de Jérôme Barella. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, Gauthier. Merci beaucoup Pauline Trefzer et Noémie Hardy. Merci pour ce témoignage qu'on va continuer à écouter. Vous faites bien effectivement de souligner le mode opératoire, Sabrina Birlambouilly. Il avait un mode opératoire. Comme pour Liana, il a attiré la jeune Lisa dans sa voiture. Il leur proposait effectivement des soirées pizza. Il se servait de ses propres enfants comme d'appât pour ses futures victimes. Donc c'est vraiment un pédocriminel qui avait un mode opératoire et qui agissait toujours de la même manière. Et parfois, ça a conduit donc au meurtre de la petite Liana. Alors, vous voyez là, le mode opératoire, c'est ça, c'est une mise en confiance par des sourires excessifs, cette volonté de rentrer un peu dans leur univers, leur demander, leur proposer des cadeaux, du McDo, des pizzas, tout ce qui est propre aux enfants, à l'image de l'adolescence, de mise en confiance, et puis cette volonté de les attirer à la maison. Alors en les déposant en voiture, en organisant des soirées pyjama, en utilisant effectivement ces deux filles comme appât. Là, vous avez vu, il est inscrit dans une salle de sport, pas n'importe laquelle, celle où on peut amener ses enfants. Il n'y en a pas beaucoup, des salles de sport où les enfants sont acceptés avec les adultes. Mais voilà, il trouvait des terrains comme ça favorables à ce qu'il essayait d'entreprendre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque ce sont des adolescentes, tout près de 18 ans, elle avait entre 15 et 17 ans, il se heurte à un mur parce qu'il y a une réponse différente. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il s'est dirigé davantage vers des enfants plus jeunes. C'est plus facile de les appâter, ces jeunes enfants. C'est pour ça que l'entourage est primordial. L'observation, remarquer quand un enfant est approché par un adulte, même si c'est le père d'une amie, d'une autre petite camarade, il faut l'observer parce que, vous voyez, là, typiquement, on a un prédateur, un pédocriminel qui était en liberté. Combien de défaillances, Éric Tegner? On a entendu hier des anciens collègues, le fameux coach de sport. Ils ont vu ce qui s'était passé. Alors certains l'ont signalé oralement, pas par écrit, mais oralement. Donc combien de défaillances sont menées? Je ne parle même pas des défaillances évidemment judiciaires. On en parlera tout à l'heure avec une nouvelle audition de Gérald Darmanin et Laurent Nunez au Sénat. Mais combien de défaillances sont menées au meurtre de Liana? Oui, c'est atroce et c'est glaçant parce qu'on sent qu'il a pu s'entraîner, c'est-à-dire qu'il réitère en permanence effectivement le même processus et c'est ça qui est absolument sidérant. On voit un homme qui est un grand manipulateur, il essaye, c'est dans le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire il lui dit je ne te sens pas bien en ce moment avec tous les autres, c'est-à-dire que c'est la stratégie classique qui tend à finalement à isoler la personne en lui disant presque le problème c'est pas moi, c'est tous les autres, c'est toi le problème parce que tu as un comportement bizarre, c'est-à-dire l'objectif véritablement c'est de casser sa propre confiance en elle pour rentrer. Et on sent en fait qu'il ne prend pas garde. C'est-à-dire que ce qu'on voit à travers tous les témoignages qu'on peut avoir, c'est qu'à aucun moment, il se dit « je peux me faire avoir, je peux me faire surprendre ». C'est-à-dire que d'une certaine façon, il semble tester sur différentes personnes et en effet, y compris sur des jeunes filles de 15 ans. Donc ça montre à quel point, en effet, la justice est directement responsable de ce qui a pu se passer par le fait d'avoir laissé faire confiance à cet individu qui peut continuer. Et tous ceux aujourd'hui qui, en voyant cela, les pédocriminels qui regardent ces informations en ce moment, se disent on risque pas de m'arrêter dans les jours à venir. Les faits lui ont donné raison. C'est ça qui est terrible. C'est qu'à aucun moment, il est inquiété par la justice. Hormis son licenciement parce qu'il a un comportement inapproprié auprès d'une lycéenne qui a été dénoncée par des collègues. Autrement, il n'est jamais stoppé dans son action. Une plainte classée sans suite, une plainte en cours, une enquête en cours, il n'est jamais auditionné en 9 mois. Quel est le message envoyé par la justice? Il n'y en a pas. En tout cas, ça renforce, lui, sa volonté de continuer à être un prédateur et de commettre ses méfaits. Et ça va même continuer, Alice Cordier, puisque sur un autre dossier, sur le dossier du périscolaire, la justice fait pareil. Elle demande 18 mois de prison avec sursis pour l'un et 1 an de prison ferme aménageable sous bracelet électronique pour l'autre. Donc c'est pas cher payé de s'en prendre à des enfants dans ce pays. Surtout que celui qui va avoir peut-être, si les réquisitions sont suivies, ce bracelet électronique pendant 1 an sans passer par la case prison, il s'en est pris à 9 enfants entre 3 et 5 ans. Dans absolument tous les domaines, on se rend bien compte qu'au final, la sécurité des enfants n'est absolument pas la priorité aujourd'hui de notre gouvernement. Et c'est bien ça le problème, c'est une question de volonté politique aussi avant tout. Une question de volonté politique et une question de juge. Quand on voit des magistrats qui détiennent des photos pédopornographiques et qui n'ont simplement qu'une amende, je suis désolée, c'est qu'il y a un problème. Quand on a un magistrat de Dijon, et c'est arrivé il y a quelques années, qui a proposé de prostituer sa fille de 11-12 ans sur des sites et qu'il ne prend quasiment
simplement que du sursis. Je suis désolée, c'est qu'il y a un problème, il n'a pas mis un pied en prison. Quand on a de la même manière sur les réseaux sociaux, pullulent des vidéos de jeunes hommes qui justement font le travail de certains enquêteurs en se faisant passer pour des petites filles et ils le bloquent et ainsi des pédophiles notamment sur des sites comme Snapchat et on se rend compte que la façon de faire elle est toujours la même. Ce sont des hommes évidemment ça va de 20 ans, 38, 50 et plus qui utilisent un langage infantilisant pour parler des parties du corps, pour expliquer, faire de l'éducation auprès de jeunes enfants. C'est des choses qu'on sait, c'est des choses qui sont référencées. Si des jeunes youtubeurs peuvent le faire, n'importe qui aujourd'hui peut le faire. Et on se rend compte qu'il y a des moyens qui ne sont pas mis en place et que ce sont les citoyens qui s'organisent, justement. Vous le disiez à juste titre, ce sont des gens de son établissement scolaire qui l'ont dénoncé et qui ont mené à ce qu'aujourd'hui à qu'il ait été puni à ce moment-là. La justice, pendant ce temps, ne faisait rien. Et bien de la même manière, sur Internet, on voit des jeunes qui s'organisent justement pour piéger des pédocriminels parce qu'aujourd'hui, la police ne peut plus le faire. Parfois, on en parlait tout à l'heure, à cause aussi de moyens de procédure extrêmement complexes. Alors justement, vous avez votre attention a été attirée par un article du Parisien Éric Tegner, où justement, comme le disait Alice, des internautes s'organisent pour piéger des pédocriminels et les faire arrêter. Oui, c'est ce matin dans Le Parisien, il parle d'une association qui s'appelle les Enfants d'Argus. C'est une association qui ne cherche pas la visibilité, qui a une trentaine de bénévoles, mais qui a réussi à faire arrêter plus de 300 pédocriminels. Et donc, quelle est leur stratégie? C'est simple, ce sont des parents qui ont 40, 50 ans, qui en fait sont tétanisés de se dire qu'un jour, il y aurait des pédocriminels qui peuvent écrire à leurs enfants, et donc ils créent des profils de jeunes filles, de fillettes de 11 ou 12 ans, et donc qui attendent d'être contactés ensuite par des pédocriminels. Et ensuite, ils témoignent dans le récit du Parisien tous les messages atroces, vraiment, c'est-à-dire c'est écœurant, où ils leur demandent des photos, où ils leur expliquent est-ce que tu fais ci, est-ce que tu fais ça, est-ce que tu as l'âge, etc. Et donc, je ne peux pas donner tous les détails. Et donc, ils font tout un dossier, ensuite, ils le donnent à la justice, et après, ça procède à des arrestations. C'est intéressant sur deux éléments. D'abord, sur le fait qu'on manque de moyens. Parce que s'il y a des bénévoles qui le font, c'est que l'État n'est pas suffisamment là. Le deuxième élément, c'est quand on fait ce travail, c'est possible d'arrêter les pédocriminels, même si derrière, ça ne suit pas forcément au niveau des condamnations. Et le dernier point, c'est que ce qu'on voit dans le pays depuis quelques heures, depuis quelques jours, c'est le fait de se dire, vu que l'État s'en occupe pas, on va s'en occuper nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important, ce qui monte dans le pays en ce moment. Mais même sur ce sujet-là, vous en avez qui vous disent état de droit. Moi, je me souviens d'un streamer qui a notamment piégé un pédocriminel qui voulait prendre rendez-vous avec une mineure. En tout cas, lui se faisait passer pour une mineure. Il a eu l'outrecuidance de publier la photo de ce potentiel pédocriminel, en tout cas pédocriminel présumé. Il s'est fait attaquer en disant qu'on ne fait pas ça dans une démocratie, qu'on peut pas faire qu'on peut pas balancer des informations comme ça, qu'on peut pas jeter en pâture un homme, alors qu'en réalité, c'était quand même plutôt prouvé qu'il allait passer à l'acte, il allait faire un acte pédocriminel. Donc là aussi, on a une défense de cet état de droit qui aujourd'hui est complètement caduque, qui n'existe plus, parce qu'aujourd'hui, l'état de droit, il ne protège plus les Français, il ne protège plus les jeunes enfants, et c'est un petit peu la même réaction qu'on voit dans la magistrature. Quand je vois le Conseil supérieur de la magistrature qui vous dit ce matin que, il y a des attaques complètement dégradantes contre les magistrats, mais un peu de décence, un peu de tenue. On a une jeune fille qui a été tuée. On a une autre jeune fille qui attend toujours que sa plainte elle soit traitée, et on a 76 200 enfants qui chaque année sont agressés sexuellement, et ça l'amène quasiment, en tout cas pas souvent, à des peines extrêmement fermes. Vous l'avez évoqué sur le périscolaire, on pourrait parler de bien d'autres affaires. Donc le sujet, c'est de remettre à plat cette justice qui objectivement aujourd'hui ne fonctionne plus, et d'arrêter d'attaquer les lanceurs d'alerte ou ceux qui alertent sur ce sujet. Alors il y a une France qui se mobilise. Il y a une France qui se mobilise et qui est très diverse. C'est-à-dire que c'est pas souvent qu'on voit le collectif Némésis dans une même manifestation que les Femen. Ça n'arrive pas souvent. Ouais. Et d'ailleurs, parfois, c'est peut-être un peu dur la cohabitation. Mais il se trouve là que d'un spectre extrêmement large, on demande la démission, par exemple, de Gérald Darmanin, de Marion Maréchal, aux féministes plutôt de gauche, qui étaient hier place Vendôme. Voilà, à LFI. LFI, pas tous. Certains l'ont fait, effectivement, mais pas tous. C'est-à-dire que sur les violences conjugales et les violences sur les enfants, faut faire mine basse, quoi. Donc, voyez le sujet sur les rassemblements, puisque effectivement, il y a une France populaire très diverse qui se mobilise et qu'on a ras-le-bol de cette justice qui ne fait pas le job. Julien Ferrante. Les yeux bandés de cette statue du palais de justice d'Auch, une image forte, celle d'une justice aveugle, complice, pour les centaines de personnes rassemblées hier soir. Dans plus de 160 villes, des milliers de citoyens se sont donné rendez-vous devant les tribunaux de France pour dénoncer la responsabilité de l'État et le laxisme de la justice dans l'affaire Liana. Devant le palais de justice d'Auch, une voisine de Jérôme Barella
suspecté du meurtre de la collégienne de 11 ans, est venu témoigner de sa colère. Je suis là pour soutenir bien sûr la famille, mais surtout pour la colère. Pour montrer qu'on en a ras-le-bol et que les gens comme ça ne devraient pas circuler autour de nous, parmi nous, et en toute impunité. À Agen, au moins 1 millier de personnes, dont des enfants, se sont réunis devant le palais de justice, où le parquet est chargé de l'enquête sur la mort de Liana. Plus de 800 personnes étaient également présentes à Lyon devant la cour d'appel du Rhône. Tandis qu'à Paris, malgré l'interdiction de la préfecture de police, le rassemblement a bien eu lieu devant le ministère de la Justice, place Vendôme. Le drame absolu de la mort de Liana, malheureusement, n'est pas un fait isolé. Il révèle des dysfonctionnements, des problématiques systémiques de refus de prise en charge et de compréhension des violences sexuelles dans notre société d'une manière générale, et particulièrement celles qui sont subies par les enfants. Sous les fenêtres du garde des Sceaux, le slogan « Darmanin démission » était scandé par le cortège, constitué de 1200 personnes selon la préfecture de police. Donc c'était partout en France et particulièrement devant le ministère de la Justice avec, me semble-t-il, une faute politique, c'est d'avoir voulu interdire cette manifestation place Vendôme au dernier moment. Résultat, les barrages ont quand même été forcés et il y a quand même eu de la colère, en plus d'ailleurs de la colère rajoutée à la colère suite à cette interdiction devant le ministère de la Justice. D'ailleurs, aucune réponse, pardon. La séquence. Que voulez-vous dire, Sabrina ? D'ailleurs, nous avons essayé de savoir pourquoi il y avait une interdiction comme ça qui a été mise en place par la préfecture de police de Paris. Nous n'avons pas de réponse, toujours pas, pour savoir... Parce qu'ils ont peur. Quelle était... Oui, ils ont on peur. aurait aimé qu'ils nous formulent la raison. Et on l'a pas. L'explication officielle, on ne l'a pas. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin, il est très fin. Il a dit hier soir sur une chaîne info concurrente que s'il n'était pas ministre, lui aussi, il aurait manifesté. Alors qu'il a dû participer de près ou de loin à la décision d'interdire la manifestation. Alors c'est Laurent Nunez, c'est le préfet de police. C'est indépendant. Mais je veux bien croire qu'il y a eu une réunion. Est-ce qu'on interdit ou est-ce qu'on n'interdit pas ? Alice Cordier, vous y étiez. Comment vous avez vécu le moment ? Écoutez, c'était un moment et qui est assez rare, Eric le soulignait, où il y avait vraiment une unité d'associations féministes, mais pas que. Il y avait énormément juste de citoyens et de citoyennes révoltés par cette situation, parce qu'on sent bien que c'est une situation qui va bien au-delà des clivages politiques, qui doit être bien au-delà des clivages politiques et qui doit mener à l'unité contre un système qui, aujourd'hui, ne protège pas ses enfants, ne protège pas ses femmes, contre aujourd'hui, et vous l'avez dit, Gauthier, je suis d'accord avec vous, je pense que c'était une erreur politique énorme, parce que nous, on l'a su 2 heures avant la manifestation, que c'était interdit place Vendôme, et que du coup, il aurait fallu que tout le monde se décale place Louis Lépine, en face du tribunal d'assises, ce qui était quasiment impossible en 2 heures, vous ne pouvez pas. Et on a vu vraiment une unité. Et les quelques excités qui ont essayé de créer de la division, eh bien, ça s'est vu notamment à Marseille, eh bien, ce sont les manifestants eux-mêmes qui les ont totalement rejetés en expliquant que la politique n'avait pas sa place cette fois dans ce genre de manifestation. Et c'est assez rare, je dois assez dire, quand on voit des organisations féministes ou, vous l'avez dit, les Femen qui sont quand même plutôt politiques, assister et être présentes à ce genre de démonstration. Et c'était assez appréciable de voir que quand il s'agit quand même de la sécurité des enfants, quand il s'agit de ce genre de thématique, on est capable de rester soudés. Il y a plein de moments où elles ne sont pas là, les Femen. Et comment ? Les Femen, quand il y a le meurtre de Lola et que l'État est incriminé, elles ne sont pas là. Bien sûr, les Femen, quand il y a le meurtre de Philippine et que la justice est incriminée, elles ne sont pas là. Donc il y a une dénonciation de la justice quand même un petit peu à 2 vitesses dans ce pays. Moi je veux bien en effet qu'elles manifestent et qu'elles soient émues comme tous les Français par le meurtre de Liana. Mais encore une fois, il y a bien des fois où on ne les voit pas. On est bien d'accord que de toute façon, il y a un combat à double échelle quand il s'agit d'énormément d'associations féministes. L'Alliance des femmes était là aujourd'hui. On sait très bien qu'elles n'ont pas soutenu Claire Géronimi à son procès. On le sait. Néanmoins, là, c'est pas le sujet, je pense. Il faut rester, concentré aussi sur l'affaire Liana. Pour une fois, et c'est rare, on a eu une unité et c'est bien de le dire. On va se retrouver dans un instant, on va continuer à en parler. Effectivement, moi je suis d'accord avec vous, Alice. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une unité et tant mieux si dans une même manifestation, pour une même cause, qui dépasse tout le monde, parce que tout le monde peut se retrouver dans l'histoire de Liana, tout le monde a des enfants, qu'on soit chez Némésis ou au Femen, et chacun peut se transposer effectivement. Et s'il y a une unité pour une fois sur un sujet primordial et majeur, tant mieux. On va se retrouver dans un instant et on va continuer à en parler. À tout de suite.
De retour dans 100% Frontières, dans un instant, on continue à parler de cette France en colère suite à l'affaire Liana. Cette France qui gronde et qui est dans la rue. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Français comme ça descendre dans la rue. Et une unité de l'entièreté du spectre politique pour dire ça suffit. Et tout le monde est d'accord désormais pour dire que la justice est trop laxiste. Alors certains le disent depuis des années. Et là, visiblement, ça y est, tout le monde est d'accord pour le dire. Somaya Labidi. On commence par le sursaut citoyen. Après la colère, plus de 60 000 personnes dans les rues hier soir, dont 2 900 à Paris selon le ministère de l'Intérieur. Au total, 216 rassemblements ont été recensés, des rassemblements pour dénoncer les manquements de la justice dans l'affaire Liana et plus largement dans le traitement des violences sexuelles. De son côté, dans un communiqué, le Conseil supérieur de la magistrature rappelle que plusieurs enquêtes administratives sont en cours, justice, gendarmerie et bientôt éducation nationale, et appelle, je cite, à attendre leurs conclusions avant de désigner des responsables dans ce scandale politico-judiciaire. Et puis au moins 41 morts et plus de 450 blessés. Des milliers de personnes toujours déplacées après un violent séisme aux Philippines. Une secousse de magnitude 7,8 qui a eu lieu hier matin en mer en pleine rentrée scolaire près de l'île de Mindanao, selon les agences de gestion des catastrophes. Merci beaucoup Somaya. On va vous montrer une image, c'est celle donc de Matignon, puisque maintenant il y a une réunion également. On voit que les réunions se poursuivent, hein. La crise elle est majeure. Réunion donc à Matignon et il manque les deux principaux concernés, c'est Gérald Darmanin et Laurent Nunez qui sont toujours auditionnés à l'heure où on se parle devant le Sénat. Mais donc Sébastien Lecornu a décidé d'une nouvelle réunion. Hier, les équipes de 100% Frontières étaient devant donc le ministère de la Justice où il y avait ces manifestants. Je vous propose de les écouter. Je trouve ça honteux qu'un événement comme celui-ci puisse être interdit. C'est assez évident que les gens viennent ici d'une manière hyper pacifiste. On est là pour un sujet qui nous touche tous, qui devrait être une priorité et qui ne l'est pas. Et déjà que le sujet et la justice qu'il y a autour est à vomir, le fait qu'on interdise un événement comme ça, ça l'est tout autant. Nous, c'est un problème de système. On a un système globalement qui est extrêmement laxiste pour tous ces crimes sexuels en général et les crimes en particulier qui sont commis sur les enfants. Tout ce qu'on veut, c'est on veut que les peines encourues soient des peines effectives. Parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre du sursis à un pédocriminel ou un bracelet électronique. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. On en appelle aux juges parce que le code pénal, le code pénal, les lois sont un viol, c'est 20 ans. Donc les peines encourues, c'est 20 ans pour un viol. Et c'est ça qui doit être mis en place en fait. Si les sanctions pas suffisamment lourdes ne n'ont pas très tôt dans leur parcours, en fait ça ne les arrête pas. Il faut changer nos systèmes judiciaires pour qu'ils soient réellement protecteurs aujourd'hui et il doit viser la neutralisation des agresseurs, pas seulement la punition et la réhabilitation et la réintégration dans la société, parce que derrière, les risques sont pris par des enfants. Je suis là en soutien pour la famille, pour réclamer justice, qu'il y ait une réelle égalité de tous devant la justice, qu'on cesse d'uniquement écouter la défense et qu'on porte plus attention sur l'accusation, les preuves qui sont là. On voit Hélène Rouet que c'est en train de gronder et que c'est tout le spectre politique, peu importe pour qui ces Français ont voté, peu importe d'où ils viennent. Oui. C'est un pays qui est en train de se mobiliser en fait. Oui, et même le gouvernement est véritablement, je pense, sur un volcan. Quand on regarde ce qui se passe sur l'intégralité des chaînes info, pas que la nôtre, quand on regarde ce qui se passe dans les 20h, quand il se passe dans la presse, on sent vraiment que le sujet est en train de prendre absolument partout en France. Vous l'avez dit, Alice, et vous avez raison. Ce n'est ni un sujet ni de gauche, ni de droite, ni de... En fait, ça concerne l'intégralité des parents de France, l'intégralité des enfants de France. Absolument tout le monde est concerné. Et le problème est tellement grave que c'est la raison précisément pour laquelle ça touche énormément. Et je vais vous dire, si la justice ne fait pas son travail, en fait, je finis par croire que les Français le feront eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit, par exemple, et alors, il y a le témoignage, évidemment, de la maman de la petite Maëlys, qui était très poignant, qui, pareil, a le courage de s'en prendre, elle s'en prend très violemment dans son message sur Facebook, à la justice, à l'État. On voit la maman de Rosa, évidemment, aussi, cette information qui est tombée ce matin, qui porte plainte contre l'État, qui porte plainte contre Gérald Darmanin, parce que précisément, souvenez-vous, Rosa, c'est la plainte qui a été classée sans suite, alors même qu'il y avait eu des analyses médico-légales sur sa fille. Elle était en cours d'enquête. C'est celle qui a duré 9 mois et où Jérôme B n'a jamais été entendu. Il n'a jamais été entendu, voilà. Mais donc elle porte plainte maintenant contre Gérald Darmanin, contre l'État pour notamment non-assistance à personne âgée et mise en danger de la vie d'autrui. Donc on sent quand même que c'est extrêmement fort. J'ai vu énormément de témoignages également sur les réseaux sociaux ce matin de pères de famille qui est passé sur une chaîne concurrente hier soir. Je vais vous citer 2-3 phrases
qu'ils ont dites, et pardon, mais c'est absolument édifiant. Il y a eu la phrase « Si ça arrive à ma famille, je mets les moyens financiers, je le traque, je vous traque », en regardant Gérald Darmanin. Également un autre père de famille, ancien agent pénitentiaire, « Vous touchez à mes enfants, vous êtes morts ». En fait, on se rend compte véritablement aujourd'hui de la puissance des mots précisément des parents, parce que pour la première fois... Aujourd'hui, tout le monde a cette conversation. Ah bah oui. mais bien sûr. Tout le monde a cette conversation. C'est Imagine, ça arrive à ton Évidemment. enfant. Et C'est la ça. réponse, elle est toujours la même. C'est ça. Et là, on ne Alors, touche pas à d'ailleurs, l'identité. souvent, c'est des réponses qui probablement ne se produiraient pas, parce qu'on voit bien que quand ça arrive, Oui, bien sûr. heureusement, la Bien personne sûr. se fait justice soi-même et la justice est là. Mais voilà, justement, la question se posera, parce que la justice n'est plus là. Bah, La exactement. justice n'est plus là. Donc, quand vous êtes père ou mère de famille Oui, et que vous voyez que... nous avons reçu un soir avec Eric Tegner un couple qui devait croiser celui qui s'en est pris à leur enfant sexuellement et ensuite cet enfant s'est suicidé. Ils devaient le croiser au supermarché quand ils faisaient leurs courses. C'était quasiment le voisin. C'était quasiment le voisin. Donc quand la justice libère des pédocriminels ou ne les incarcère même pas, effectivement, au bout d'un moment, ça peut être dangereux parce que les gens vont se dire « je vais faire justice moi-même ». Et parce que pour la première fois, là, en fait, on touche, c'est pas un problème migratoire, on touche pas à l'identité, on touche pas à la civilisation, on touche pas au pouvoir d'achat des gens, on touche à quelque chose d'encore plus intime, on touche à la chair de sa chair. Et c'est en fait, et véritablement, se faire justice soi-même, c'est quelque chose qui a déjà existé en France. Quand vous dites ça, moi je pense au père du petit Grégory, qui a jugé que lui, il avait voulu se faire justice soi-même, c'était lui qui est allé tuer Bernard Laroche et qui après, évidemment, a été jugé par la justice. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui existe et je pense qu'il faut faire très attention à la colère des Français à l'aune véritablement de la disparition de Liana. Mais il faut respecter les victimes. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les victimes et ceux qui se sentent potentiellement victimes, quand on est parent aujourd'hui en France, on peut se sentir potentiellement victime, eh bien, on se sent abandonné. Et il y a manque de respect des victimes. La maman de Rosa, donc Rosa, c'est bien cette petite fille qui avait 10 ans lorsque des viols ont été commis sur elle, de 2024 à 2025. Et cette plainte déposée en août 2025, il n'y a rien derrière. Malgré que la mère ait fait le maximum. Elle a fait un examen gynécologique à sa fille de 10 ans. Imaginez-vous cet examen. 2 examens psychiatriques pour bien converger, pour montrer que c'était une vraie victime, sa fille. Et pourtant, rien. 9 mois, il n'est pas entendu alors qu'ils ont désigné le suspect, Jérôme B. Alors, justement, on va revenir sur l'affaire Rosa. Juste une chose, cette maman, elle dit ce matin que depuis ce scandale, elle n'a pas eu un seul appel du garde des Sceaux pour s'excuser, pour lui présenter des excuses. Quand elle appelle la Comment gendarmerie, voulez-vous qu'après, les familles des victimes se sentent respectées par la justice ? Donc, vous voyez cet extrait, c'était le documentaire auquel d'ailleurs vous avez participé, Sabrina, qui a été diffusé hier soir. Effectivement, la petite Rosa, victime d'un viol, effectivement, analyse gynécologique, lésion anale et vaginale, et il ne se passe strictement rien. Et sa maman et son avocat ont pris la parole ce matin sur RTL pour annoncer des plaintes, notamment contre Gérald Darmanin. Voyez cet extrait du documentaire d'hier soir. Nous vous révélons les coulisses de ce scandale. Un des premiers graves manquements de l'État remonte à 2021, lorsque Jérôme Barella est renvoyé du lycée où il travaille pour avoir adopté un comportement déplacé avec de jeunes femmes mineures. Selon nos informations, une enquête administrative visant l'éducation nationale a été lancée, car l'établissement en question aurait dû saisir la justice au moment des faits. Mais le principal loupé concerne la plainte de la petite Rosa en 2025. Elle est déposée par sa mère au mois d'août dernier. En septembre, des expertises médico-légales mettent en évidence des lésions anales et vaginales. Et contre toute attente, le principal suspect, clairement désigné par la petite fille, n'est pas convoqué par la gendarmerie. Pendant 9 mois de procédure, il n'est pas entendu une seule fois. Comment est-ce possible pour des faits aussi graves que des viols commis sur mineurs, le principal mis en cause qui a été pointé du doigt n'a jamais été entendu en 9 mois. Il n'a pas été entendu ni par les enquêteurs, ni par la justice. Plus choquant encore, la mère de la victime présumée aurait contacté à 10 reprises la gendarmerie pour faire avancer les choses. Excédée, les gendarmes l'auraient menacée de porter plainte contre elle si elle ne cessait pas de les contacter. Et donc ce matin, la maman de Rosa, vous avez vu, c'est un fiasco général, c'est absolument honteux. La maman de Rosa a annoncé déposer plainte sur RTL.
la maman de Rosa, on va l'écouter. Donc déposer plainte contre Gérald Darmanin, contre des magistrats également. Sabrina Birlin-Bouillet. Porte plainte contre l'État pour faute lourde, contre Gérald Darmanin devant la Cour de justice de la République, et puis une procédure pénale avec 2 motifs: non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui à l'encontre des enquêteurs et des magistrats. Écoutez donc d'abord la maman de Rosa avant son avocat. Je ne fais pas confiance parce qu'on a posé la plainte en 2025 août et ils n'ont rien fait en fait. J'ai appelé, ils n'ont rien fait. Ils m'ont envoyé chier gentiment, disant que si j'appelle encore une fois la gendarmerie, qu'ils m'ont fait porte-plainte. C'est pas normal pour moi, c'est pas normal pour les victimes, c'est pas normal pour toutes les victimes de France de viol. C'est absolument pas normal et donc son avocat a annoncé toutes les plaintes qui allaient être déposées. Bien, concrètement, nous allons diligenter des procédures à la fois contre l'État, en réalité, puisque c'est toute l'institution judiciaire qui a failli, le ministère de la Justice et donc l'État. Ce sera une plainte devant le tribunal judiciaire pour faute lourde. Ça, c'est la première plainte que nous allons déposer. Mais nous allons également déposer plainte au pénal, parce que il est trop facile de dire que c'est l'État qui a failli. Derrière l'État, il y a des personnes, des hommes et des femmes qui ont failli dans le cadre de ce scandale et de ce drame absolu. Et donc, des responsabilités doivent être déterminées. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé plainte au pénal également contre les enquêteurs qui n'ont pas fait leur travail, qui n'ont pas interpellé le violeur de la petite fille que j'ai en face de moi. Et enfin, et ça c'est un élément important, nous allons déposer plainte au pénal devant la Cour de justice de la République contre M. Darmanin, puisqu'il incarne l'institution judiciaire, qu'il est garde des Sceaux, qu'il a été pendant 4 ans ministre de l'Intérieur, donc patron des policiers et des gendarmes, que depuis 2 ans il est ministre de la Justice et aujourd'hui il feint d'apprendre et d'être surpris de voir que le système judiciaire est en faillite totale. Alors, Gérald Darmanin communique énormément, Éric Tegner, pour montrer sa fermeté face aux magistrats et pour dire que rien n'a fonctionné dans cette histoire. Évidemment, une série de dysfonctionnements, mais on voit que la pression s'accentue sur lui. Des plaintes sont déposées désormais contre lui. Il n'est pas dans une bonne situation, Gérald Darmanin. C'est-à-dire que là, il vit véritablement et joue son avenir politique. Il faut comprendre que c'est un sujet, la pédocriminalité, qui touche absolument tous les partis et qui peut fracturer. Pour ça, j'ai un exemple à vous donner, c'était la Hongrie. Vous savez, Viktor Orban, ça faisait plus d'une dizaine d'années qu'il était Premier ministre. Et en 2022, il y a eu un scandale parce qu'il y a quelqu'un qui était lié à des réseaux pédophiles qui a été gracié. Et à ce moment-là, le propre camp de Viktor Orban, qui pourtant avait 70% de la population dans son camp, a fait des manifestations géantes. À cette époque-là, la ministre de la Justice, Judith Varga, a dû démissionner. La présidente de la République de Viktor Orban a dû démissionner. Et finalement, Viktor Orban a perdu cette élection. Et c'est celui qui portait la contestation qui a été élu Premier ministre. Tout ça pour vous expliquer que ce qui se passe en ce moment et ce qui va délimiter les mois à venir, notamment dans l'élection présidentielle et pour Gérald Darmanin, c'est quelque chose de tout nouveau. Habituellement, lorsqu'il y a une polémique, on peut se dire au bout de 3 jours, la politique reprend le dessus, les clivages, et on peut s'en sortir avec de la bonne communication. Cette fois-ci, pour lui, il va falloir avoir du résultat. Reda Bellage, le regard du policier que vous êtes sur cette affaire, sur cette série de dysfonctionnements. C'est compliqué sans heurter personne, mais et sans victimiser pour le coup mes collègues quand même, puisque moi j'aime bien, avant de venir sur le plateau, prendre la tâche avec les collègues et le constat que je fais, c'est que les collègues me disent est-ce qu'ils sont pas en train de se foutre de notre gueule en disant qu'ils sont pas au courant que ça se passe comme ça en fait. Ça c'est le premier constat. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas assez, et ça c'est clair. Aujourd'hui, pour arriver à faire ce qu'on commence à nous dire qu'on va faire, il faut qu'on soit, en tout cas côté police, il faudrait qu'on soit le double ou le triple. Parce qu'il faut savoir que déjà, je ne vais pas expliquer les 9 mois d'attente, mais quand on discute avec les collègues qui travaillent dans ces services-là, ils vous disent moi j'ai 20 dossiers, comment je fais ? Le parquet me dit tout est urgent. Comment je fais pour traiter ? Donc en fait, nous, alors je ne dis pas que c'est un protocole, mais ce que font les collègues, dans leur majorité, c'est le retour qu'ils me font, c'est-à-dire que ils priorisent dans ces 20 dossiers le dossier où il y a contact. C'est-à-dire que si c'est un père qui est susceptible excusez-moi le terme, de violer sa fille, là, on va traiter cette affaire en urgence. Si c'est un pédocriminel ou un violeur, mais qui n'a pas de contact avec la victime, eh ben, on ne priorisera pas ce dossier-là. On priorisera d'abord. Il y en a eu avec Rosa, puisqu'il a eu le temps de lui laisser des lésions vaginales. Oui. Alors, ça c'est l'infraction. Ça, je ne le dément pas. Ce que je vous dis, c'est dans le temps. C'est-à-dire, c'est comme l'a dit tout à l'heure Sabrina, c'est protéger la victime, qu'il n'y ait pas de contact entre l'auteur présumé et la victime. Et donc, nous, on est obligés de faire comme ça. Parce que
On a 3 millions de dossiers en attente. C'est ingérable. Moi, ce qui m'énerve, c'est que moi, je sais comment ça va se finir. Je sais que ça va retomber sur nous, en fait, au final. Alors qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et on pourra faire ce qu'on veut. On a progressé dans les violences contre les femmes. Moi, en 25 ans, je trouve qu'on a progressé parce qu'il y avait des choses qui n'existaient pas avant. Vous comprenez que cet argument du manque de moyens, il est inaudible à l'heure où on se parle? Mais c'est la vérité. Gauthier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les mecs, ils ont 300, 400, 700 portefeuilles de dossiers. Comment ils font, en fait? On est livrés à nous-mêmes. Et là, selon le thème, on va nous dire je vais faire même plus large. On en parle tout le temps. La réponse pénale, il n'y a pas de sujet, en fait. S'il y avait une vraie réponse pénale, déjà, ça nous simplifierait les choses. Pourquoi? Parce que les individus, ils s'attaqueraient moins à des pseudo-victimes. Pourquoi? Parce qu'ils auraient peur. Mais ils n'ont pas peur de la police et ils n'ont pas peur de la justice. Encore moins. Vous avez parlé tout à l'heure des affaires sur Paris. Le mec, il a un bracelet électronique. Waouh, il doit pas dormir, le pauvre. Hein. Il a un bracelet électronique pendant 1 an. Donc à quel moment on protège la victime? Parce que le mec, il a un bracelet électronique, il peut pas avoir une nouvelle pulsion et s'attaquer à une victime. Alors que s'il est en prison, non, il pourra pas s'attaquer à une victime. Et en plus, il sera bien reçu par les autres individus détenus. Donc je suis désolé de le dire. Nous, aujourd'hui, j'ai l'habitude d'être sincère. Le système, on le connaît. On sait que ça met du temps entre une plainte, entre les flags, les prélims. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué. La seule fois dans ma carrière où j'ai vu un changement, c'est quand on m'a dit « Attendez, on dépense trop d'argent à imprimer le papier. Au lieu d'imprimer 5 PV d'interpell, maintenant vous allez en imprimer qu'un seul et le signer. » C'est la seule fois où j'ai vu un changement parce qu'il fallait faire des économies d'argent. Oui, Alice. Vous parlez, à juste titre de ce qui se passe, notamment dans les familles, l'inceste, etc. Mais en fait, même là, on se rend compte que les enfants ne sont pas protégés. Il y a une commission d'enquête en ce moment à l'Assemblée nationale sur ce thème-là. Et on a eu notamment le cas d'une femme qui avait apporté toutes les preuves pour montrer que son mari commettait bien des attouchements et même pire sur son enfant. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Elle avait toutes les preuves, des vidéos. Et pourtant, même le temps de l'enquête, elle doit continuer de présenter son bébé à son mari pour ne pas qu'il y ait de rupture de lien entre l'enfant et son père. Donc, si vous voulez, même dans des cas où on peut accélérer les procédures, en fait, même quand il s'agit d'inceste et qu'il y a un contact direct, mais même là, il n'y a même pas de protection des enfants. Je pense à cela. Les enquêteurs, ils ont quand même dit à la maman de Rosa, si vous continuez à nous appeler, c'est nous qui allons déposer une main courante contre vous. Donc c'est pas qu'un problème. Ah oui, alors attends, la gendarmerie. Moi, je suis policier, je suis pas gendarme. Déjà de 1, ça c'est une affaire. Excusez-moi, je veux pas être méchant, mais des affaires, on peut en sortir plein. Il va y avoir une enquête interne au niveau de la justice. Il va y avoir. Moi, ce qui m'agace, c'est que excusez-moi, les parquets font genre, on n'est pas au courant comment ça fonctionne. Bien sûr que le système, il va pas. L'affaire Lola, qu'est-ce qu'il y a eu de fait depuis? Rien. On a essayé de changer les choses pour les OQTF. Voilà, il y a eu Philippines. Lola, en plus, il n'y a eu rien. L'affaire Naël, il n'y a eu rien. Et en fait, il n'y a jamais rien. Et en fait, alors je suis obligé de faire le parallèle puisqu'on en parlait la semaine dernière. Il y a, même si c'est pas dans le domaine de l'enfance, il y a eu 233 policiers blessés après la victoire du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu de prison, il n'y a eu rien. Il y a un policier qui est en prison. Oui, un policier. Mais en fait, et 3 individus. Voilà, il se passe jamais rien en fait. Et en fait, moi je constate juste le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait un mort. Quel que soit le domaine de délinquance ou criminel, il faut qu'il y ait un mort. Mais ça ne suffit même pas. Mais ça suffit même pas. Lola Philippine est mort. Elias. Elias est mort. Philippine, le Conseil constitutionnel a fait sauter la loi Philippine. Donc non, voilà. ça ne suffit même pas. Et moi, quand je vois que nous, les policiers, c'est tolérance zéro avec nous. C'est-à-dire que les conseils de discipline, c'est toutes les semaines. Dès qu'on fait une erreur, on est auditionné, une enquête administrative. Je vois pas pourquoi. Nous, on doit rendre compte de nos. Quand on fait, on a l'impression qu'on n'est même plus agent de police judiciaire. Souvent, il faut justifier. On fait pas une police parfaite. Alors, mais par contre, nous, c'est tolérance zéro avec nous. On va mettre à l'antenne, s'il vous plaît, la vidéo, les images de Matignon, puisque l'arrivée est imminente de Gérald Darmanin et de Laurent Nunez. Et Sabrina, je vous donne la parole parce que c'est vraiment un fiasco général. Tout à fait. Et on attend dans un instant donc la venue du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. Les réunions s'enchaînent. D'ailleurs, ils doivent arriver à l'heure où je vous parle. Sabrina. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a évidemment une erreur manifeste dans la diligence de l'enquête liée à la fonction des gendarmes présents sur place. Mais moi, ce que j'ai vu hier, c'est cette convergence entre les enfantistes et les féministes, dans lesquels d'ailleurs il y avait beaucoup d'hommes qui étaient présents, étaient dirigés contre l'institution judiciaire. Là, ça n'était pas c'était une espèce de cri comme ça organique
qui était réellement dirigée contre l'institution de la justice. La police n'a pas été mise sur le banc des accusés. Hier, c'était réellement une personnification où l'institution était vraiment la mise en cause. D'ailleurs, on a même vu la statue de Thémis, la déesse de la justice, les yeux bandés, absolument bâillonnés comme vous le dites. Donc c'était réellement une volonté d'afficher un ras-le-bol des Français vis-à-vis d'une justice qui est en permanence défaillante. On a cité les exemples de Lola, on a cité les exemples de Philippines, on pourrait citer également l'exemple de Yanis pour corroborer ce que disait tout à l'heure Hélène Rouet sur la volonté qu'ont les parents aujourd'hui de se faire justice eux-mêmes. Je rappelle que le père de Yanis voulait se venger lui-même et que c'est son propre fils qui lui a dit « Je préfère te voir en vie que de te voir en prison » parce qu'effectivement, le père avait appris le viol de son enfant qui a recroisé d'ailleurs son violeur, qui avait reçu un courrier, qui n'avait pas reçu le courrier de la procureure, qui pourtant avait dit qu'elle lui avait envoyé, et les parents de Yanis avaient expliqué sur le plateau de Laurence Ferrari n'avoir jamais reçu ce courrier. Donc aujourd'hui, il y a réellement un cri organique parce que les Français sont à bout du bout de l'épuisement moral, civilisationnel, psychologique, politique, institutionnel, parce qu'aujourd'hui, ce sont nos enfants qui sont sacrifiés sur l'autel de la défaillance judiciaire. On va partir à Matignon, retrouver Augustin Donadieu et Laurent Sélarié. Augustin, les deux ministres sont arrivés, Laurent Nunez et Gérald Darmanin, pour cette nouvelle réunion de crise. Oui, bonjour Gauthier. Alors on attend toujours le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui doit arriver d'une seconde à l'autre. À l'instant, Gérald Darmanin a franchi les portes de Matignon pour répondre à cette convocation du Premier ministre. Ici, une réunion avec 5 de ses collègues. Un Premier ministre qui veut ajouter dès maintenant plusieurs mesures au projet de loi sur la protection des enfants, déjà présenté au Conseil des ministres il y a 10 jours. Alors Matignon nous a déjà communiqué les quelques mesures qui seront discutées ce matin autour de la table. La première, c'est l'aggravation des peines en cas de viols sériels, des viols répétés. Il y a également la modification des règles de prescription, l'information des victimes tout au long de la procédure et enfin la nécessité de motiver les décisions de classement sans suite concernant les crimes et délits sexuels. Voilà ces ministres qui sont arrivés ici à Matignon. Une réunion qui devait débuter à 11h30, mais vous le savez, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux étaient auditionnés au Sénat. C'est la raison pour laquelle ils sont en train d'arriver à cette heure-ci, à 11h50, heure à laquelle je suis en train de vous parler. Et je voulais vous partager un extrait de la lettre envoyée par Sébastien Lecornu à ses ministres hier soir. Dans cette lettre, le Premier ministre écrit que la mort de Liana n'est pas un fait divers. Elle traduit en réalité un véritable fait de société. Beaucoup de mesures ont été mises en œuvre ces dernières années pour mieux prévenir, protéger et réprimer les violences sexistes et sexuelles. Mais de toute évidence, il nous faut aller plus loin et aller plus loin, ça passe par ce matin cette réunion avec Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui pénètre à l'instant dans l'hôtel de Matignon pour rejoindre ses collègues et le Premier ministre et pour aborder toutes ces mesures qui doivent être ajoutées au projet de loi sur la protection des mineurs. Merci Augustin Donadieu et Laurent Sélarié. Qu'est-ce que ça va changer ces mesures? Non mais vu la gravité de la situation, le fait que les Français sortent dans la rue pour demander à ce qu'il y ait une justice plus ferme, enfin les mesures qu'a cité Augustin Donadieu, bon elles vont plutôt dans le bon sens, mais pardonnez-moi, là il faut renverser la table et je suis pas sûr que l'aggravation des peines en cas de viol sériel, bon, de toute manière on sait que déjà les peines encourues ne sont pas les peines effectives, donc de toute manière vous avez beau mettre 20 ans, 25 ans, ils n'iront jamais, quasiment jamais en prison. La modification des règles de prescription, c'est très bien, on n'est même pas capable 10 mois après une plainte de recevoir et de mettre en garde à vue un potentiel violeur dont eh bien, les viols ou en tout cas ont plutôt été confirmés par 2 analyses psychiatriques et des lésions vaginales. L'information des victimes tout au long de la procédure, c'est très bien, mais les victimes, elles veulent d'abord des informations, elles veulent surtout ensuite des peines qui soient effectives et ensuite la nécessité de motiver les classements sans suite. Ah bah moi je peux vous dire, je connais beaucoup de magistrats, c'est très simple à motiver, pas de place de prison. Voilà comment ils vont motiver. Donc à un moment donné, moi je veux bien que ce projet de loi, on en fasse des caisses et des caisses. Le sujet c'est de renverser la table et là on est très loin du compte. Pas de place de prison, ça dépend toujours pour qui. Hein. Oui. Les places de prison, quand ils veulent, ils en trouvent. Hein. C'est à géométrie variable. C'est les pédocriminels qui visiblement n'ont pas le droit à une place de prison. On va se retrouver dans un instant et on va continuer évidemment à évoquer l'affaire Liana et on viendra surtout sur la garde à vue prolongée de Patrick Bruel avec vous, Sabrina Birlin-Bouillet. Le chanteur passe sa 2e journée en garde à vue dans les affaires de viol, d'agression sexuelle qui le visent. À tout de suite. De retour dans 100% Frontières à tout juste midi, on va continuer évidemment à évoquer l'affaire Liana avec
une première victime qui sort du silence, témoignage exclusif recueilli par Pauline Trefzer et Noémie Hardy. Lisa qui sort du silence et qui parle des messages proprement scandaleux qu'elle a reçus de Jérôme Barella entre ses 15 et 17 ans quand elle était mineure, qu'il l'a fait venir dans sa voiture, qu'il a essayé de l'attirer avec ses propres enfants, qu'il s'en servait comme appât avec des soirées pizza, des soirées pyjama. Et puis on va parler de la garde à vue de Patrick Bruel qui a été prolongée. Il passe donc sa deuxième journée en garde à vue juste après le journal à midi pile de Somaya Labidi. Et on commence ce journal par les images, vous allez le voir, de l'arrivée de Laurent Nunez et Gérald Darmanin à Matignon. Sébastien Lecornu convoque en ce moment même plusieurs ministres pour une réunion de travail sur la protection de l'enfance et tenter de répondre aux défaillances mises au jour par l'affaire Liana. Au menu, examen de plusieurs mesures et arbitrage d'un certain nombre d'entre elles. Juste avant cette réunion, Gérald Darmanin était auditionné ce matin devant la commission des lois du Sénat et le garde des Sceaux l'a assuré une nouvelle fois. Ce n'est pas un manque de moyens qui a conduit à cette tragédie. Écoutez. Ce qui nous manque dans cette histoire, ce n'est pas une nouvelle loi, ce n'est pas des nouveaux moyens, ce n'est pas des problèmes numériques, c'est simplement, me semble-t-il, la priorisation des plaintes pour viol. Et je crains que l'une des difficultés, c'est que nous ayons traité collectivement cette plainte comme on traite n'importe quelle autre plainte et qu'on n'a pas compris que la garde à vue c'était au début et pas à la fin, pas comme dans une perquisition à la suite d'un cambriolage. C'est exactement ce qui nous a manqué puisque nous avions tous les éléments, un rapport médical qui était extrêmement clair, un auteur identifié déjà connu dans les services du TAJ et de Cassiopée et un expert qui avait pu rendre très rapidement son rapport pour dire que cette petite fille, il fallait la croire. Et en effet, quelqu'un qui, si on en croit désormais les remontées, était manifestement dans une stratégie de pédocriminalité. C'est l'autre information de cette mi-journée, la garde à vue de Patrick Bruel prolongée de 24 heures. Le chanteur est entendu depuis hier matin sur des faits qui concernent à ce stade 13 victimes présumées. Sa garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris peut durer jusqu'à 48 heures. À la une également, lui aussi se lance dans la course à la présidentielle. Karim Bouhamrane, maire PS de Saint-Ouen, s'est déclaré candidat à l'élection ce matin. L'opposant interne à Olivier Faure a dit vouloir incarner une France forte, humaine, qui protège et sécurise. Moi, Karim Bouhamrane, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles. Je suis candidat parce que depuis que je suis en responsabilité, j'ai pris conscience de notre force. J'ai pris conscience que nous étions majoritaires. Majoritaires à vouloir une France humaine, une France forte, une France qui protège, une France qui sécurise, une France qui donne la possibilité à chacune et chacun de pouvoir se soigner, pouvoir se loger et surtout pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité, à pouvoir démocratiser l'excellence, à péter ce que j'appelle la reproduction systématique des inégalités sociales. Et puis les obsèques de Bernadette Chirac, décédée à l'âge de 93 ans ce week-end, auront lieu vendredi à 14h30 en la basilique Sainte-Clotilde à Paris, dans le 7e arrondissement. Un hommage sera également rendu à l'ancienne première dame dimanche en Corrèze, où elle a été pendant plusieurs décennies conseillère générale. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité à midi, Gauthier. Merci beaucoup, Somaya. La question, c'est qui ne va pas être candidat à l'élection présidentielle Vous Vous, sans doute. Ah oui, non, oui, c'est trop tôt. D'accord. On prendra le train d'après. Sabrina, nouvelle journée en garde à vue pour Patrick Bruel, prolongée donc de 24 heures. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que s'il sort de prison, c'est à partir de mercredi matin. S'il sort de prison. Si la garde à vue se termine, excusez-moi, quel lapsus. Ce qui est important, c'est la suite maintenant. Là, donc, il est auditionné, pour l'instant, on l'a dit, sur des faits concernant 3 plaignantes, principalement pour des faits qui auraient été commis en 97, 2000 et 2001, des faits d'agression sexuelle et de tentative de viol, mais il est également entendu sur les faits concernant les 13 autres plaignantes, puisque le dossier il est quand même assez conséquent. Et là, ce sont des faits de viol, de tentative de viol, d'agression sexuelle et d'harcèlement. Et donc, il est confronté à certains éléments concernant ces plaintes précisément. À l'issue donc, de cette garde à vue qui se termine mercredi matin, plusieurs choses. Soit il est remis en liberté, peut-être convoqué ultérieurement pour répondre à d'autres questions d'enquêteurs, parce qu'on sait aussi qu'il y a de nouvelles plaintes qui viennent de s'ajouter au dossier de Patrick Bruel, ou bien il est déféré, présenté à un magistrat, et avec éventuellement une mise en examen et peut-être même une détention provisoire. Ce n'est pas à exclure à ce stade. Mais si on prolonge la garde à vue de 24 heures, ça veut dire que les enquêteurs ont des éléments solides. Quand on prolonge une garde à vue, s'il n'y avait rien dans le dossier, elle est levée au bout de 24 heures. Des éléments solides et sans doute aussi des éléments, des faits qui ne sont pas prescrits.
Donc, c'est vraiment la question de la prescription, l'affaire Patrick Bruel. Il y a des faits qui remontent à des dates très ultérieures, très en arrière dans le temps, mais il y a aussi des faits plus récents. Les 2 dernières plaintes qui viennent là de s'ajouter, alors qu'il était déjà placé en garde à vue, concernent des faits de viol en 2000 et 2008. 2008, ça veut dire que ça s'inscrit dans ce délai où les faits ne sont pas prescrits. Donc, vous voyez, il y a vraiment une question qui se pose sur quels faits le sont ou non. Est-ce que la prescription glissante peut fonctionner sur certains faits ? Il est certain que si les enquêteurs ont décidé maintenant de placer en garde à vue, c'est qu'ils ont déjà des éléments solides pour le garder. Juste sur la prescription glissante, pour que les téléspectateurs comprennent bien, puisque vous nous l'avez déjà expliqué hier, c'est des faits qui sont prescrits, mais puisqu'il y en a d'autres qui ne le sont pas, on peut décaler la prescription et prendre en compte également ces plaintes-là qui peuvent être mises dans le dossier et qui peuvent finalement donner lieu à un jugement. Normalement, quand les faits sont prescrits, c'est terminé. Mais lorsqu'on arrive sur la fin de prescription, qu'on est vraiment à un moment charnière, il est possible, lorsque pendant la période qui inscrit le premier fait commis, si vous voulez, le deuxième s'inscrit dans la même période, à des faits similaires, de même nature, il est possible d'avoir ces prescriptions glissantes qui allongent la durée de prescription de certains faits. C'est très spécifique, mais ça peut s'appliquer dans certains cas. Eric ? Avec une problématique, c'est qu'il y a tout dans ces plaintes. C'est-à-dire qu'il y a des plaintes pour viol, il y a des plaintes pour agression sexuelle et d'autres qui peuvent s'apparenter à du harcèlement sexuel. Par exemple, sur ces 12 nouvelles plaintes qui, pour le coup, ne sont pas prescrites, moi j'en ai regardé une dans le détail, elle raconte, cette plaignante présumée, que finalement Patrick Bruel lui a proposé d'aller boire un verre à la sortie d'un spectacle. Elle a réalisé qu'en fait ce verre c'était chez lui. Elle est rentrée donc dans son appartement. Il a essayé de l'embrasser. À ce moment-là, elle a dit non. Il ne l'aurait pas fait et elle serait partie. C'est-à-dire que, dans le fond, on peut se retrouver aussi sur des cas avec des affaires qui, pour le coup, ne sont pas prescrites, mais qui ne correspondent pas à d'autres affaires, pour le coup, pour viol, qui sont bien plus graves. Donc je pense que c'est également l'enjeu de la part de Patrick Bruel en ce moment, parce que Patrick Bruel avait expliqué ses avocats qu'il était extrêmement bien préparé à cette garde à vue. L'objectif, évidemment, ça va être d'essayer de circonscrire aux plaintes, j'ai envie de dire, les moins graves, c'est-à-dire pas celles qui vont avoir véritablement une preuve de viol, etc. Et je pense que c'est aussi l'enjeu de ces 48 heures. Mais ce que vous dites, c'est qu'à la fin de ces 48 heures, donc demain matin, Patrick Bruel peut soit être mis en liberté, placé sous contrôle judiciaire, soit mis en examen et pourquoi pas placé en détention provisoire. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Reda Bellach, quand une garde à vue est prolongée de 24 heures, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit on n'a pas encore assez d'éléments et on a besoin d'avoir beaucoup plus d'éléments, ça aussi, et ça ne veut pas dire forcément, pour le coup, sans vouloir vous contredire, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des éléments. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire qu'on a un délai et on peut aller plus loin, on avise le parquet et on continue notre enquête. Après, vous avez résumé les choses. C'est juste aujourd'hui un sujet qui est très compliqué, très complexe. Et est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas peut-être faire un exemple aussi, se poser la question par rapport à ce qui s'est passé avec Liana et dire peut-être stop aux agressions et aux viols et puis peut-être prioriser et puis qu'il n'y ait pas de passe-droit surtout. Parce qu'on a l'impression que des fois... Il faut respecter la présomption d'innocence, mais on a l'impression dans ce pays que des fois, on n'est pas traité de la même façon selon notre statut. Quoi. Suite au contexte dans lequel on est, Patrick Bruel peut servir d'exemple ? Pourquoi pas ? C'est possible. Mais malheureusement, nous, on vit, je ne vais pas vous refaire l'historique du fonctionnement et du système, en tout cas pour nous les policiers, les sentiments qu'on a par rapport à ça. Mais c'est vrai que malheureusement, il suffit qu'une affaire soit très très médiatisée pour commencer à faire des exemples et pour qu'on dise finalement peut-être que la réponse pénale des fois elle est là, alors que dans la majorité des cas, pour nous en tout cas, elle n'est pas assez suffisante. Bon, après la médiatisation a sans doute peut-être joué, mais quand même il y a beaucoup de plaignantes dans cette affaire. C'est surtout ça qui interroge, c'est la multitude des plaintes qui ont été déposées à des degrés différents, et vous avez raison. Il y a à la fois des tentatives de viol, il y a ce qui peut s'apparenter à du harcèlement, et puis des soupçons de viol aussi. Donc il y a des degrés différents d'infraction, mais tout de même plus d'une trentaine de témoignages, et à ce jour, au moins 13 plaignantes. La médiatisation, c'est une chose, mais il y a aussi la réalité de ce dossier. Alors Alice Cordier, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on a remontré les images hier des manifestantes qui avaient entraîné l'annulation de sa pièce, et on voit que la justice, parfois, effectivement, suit son cours. Alors on aimerait que ça aille plus vite, mais pas être dans cet entre-deux où il est déjà coupable alors que le jugement n'est pas encore tombé. Mais voilà, là, la justice fait le job. C'est-à-dire garde à vue et on verra ce que ça donne ensuite. Parfois, c'est la médiatisation qui permet l'arrestation et qui permet le jugement. Nous, on l'a vu sur de nombreux cas. Alors, quand il s'agit de la droite, on appelle ça de la récupération, mais quand il s'agit de la gauche, on appelle ça juste de la médiatisation.
eh bien, très fréquemment, quand ce sont des faits qui sont médiatisés par la droite, eh bien, je peux vous assurer que les peines sont exemplaires. Alors là, parce qu'on sait que les magistrats savent qu'ils ont tous les médias braqués sur eux, et donc là, ils réagissent. Donc moi, c'est pour ça que je sais que dans un état de droit, il y a évidemment le fait que sans jugement, on est encore présumé innocent, je suis entièrement d'accord, mais parfois, on est obligé de médiatiser énormément une affaire pour que enfin il y ait une réponse de la part des magistrats, des juges et des enquêteurs. C'est triste d'en arriver là, mais malheureusement, c'est encore les citoyens ou les citoyennes qui font le job. On le voit peut-être pour l'affaire Patrick Borel. Moi, je ne suis même pas certaine que ce sera un exemple. Je pense juste qu'il aura peut-être un traitement normal qu'on attend normalement quand il y a simplement un jugement et plus d'une dizaine de plaignantes pour agression sexuelle, harcèlement, viol, simplement. Mais voilà, la justice doit se rendre dans les tribunaux et non pas dans la rue. J'espère par contre que quand on voit un certain nombre de féministes de gauche notamment être présentes pour Patrick Borel, j'aurais aimé qu'elles soient présentes, je ne sais pas, à certains notamment concerts de Bertrand Cantat, puisque est-ce que après si Patrick Borel est condamné, est-ce qu'il continuera sa carrière? On verra bien, mais j'espère qu'à ce moment-là, les féministes seront égalitaires avec tout le monde. Et par contre, il faut accepter la justice. C'est-à-dire que Harry Habitant, la justice a dit non-lieu. Et elles n'ont pas accepté et elles vont continuer à perturber ces spectacles. Donc c'est ça, en fait, le problème. C'est-à-dire que la justice, la garde à vue de Patrick Borel, évidemment, ça suit son cours. On verra ce que décide la justice ensuite. Mise en examen, contrôle judiciaire, détention provisoire, libre, fin des poursuites, que sais-je. Mais quand la justice passe, il faut qu'elle passe pour de bon et qu'elle passe pour tout le monde. C'est-à-dire qu'Harry Habitant, il continue à être traqué alors que la justice est passée. Oui, sauf que là, il y a vraiment une chose dont on est absolument sûr avec Patrick Borel et le nombre de plaignantes n'a pas c'est aidé. le nombre. Bien sûr. C'est le nombre qui fait le nombre, ça fait pas une vérité. Harry Habitant, en l'occurrence, c'était pas le nombre le problème. Bien sûr. En fait, il a suffi d'une pour que de toute façon les féministes en fait le condamnent en réalité à vie. Mais je veux dire sur la différence entre le dossier de Harry Habitant et le dossier de Patrick Borel. Déjà, c'est que le dossier est terminé pour Harry Habitant non-lieu, c'est le nombre de plaintes. Une plainte pour Harry Habitant et beaucoup plus, l'a rappelé Sabrina, pour Patrick Borel. Mais d'ailleurs, à ce sujet, je pense que évidemment le nombre de victimes présumées a également accéléré le processus. Je ne suis pas sûre qu'en fait, dans la carrière de Patrick Borel, s'il y avait eu une femme, deux femmes, peut-être trois, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui Patrick Borel serait en garde à vue. Donc c'est ça qui est dommage aussi, si vous voulez, avec le système judiciaire. Je suis complètement d'accord avec vous, Alice. Je pense que la médiatisation a évidemment aidé, si vous voulez, à cette garde à vue. Je pense aussi que c'est le nombre de victimes qui a aidé à cette garde à vue. Et pareil, pardonnez-moi, mais là encore, la justice, a priori, n'est pas forcément efficace. Parce que ces deux, trois femmes, si imaginons, on n'est pas sur 15 plaignantes, imaginons, on est sur une ou deux plaignantes. En fait, je pense que la justice ne se serait pas forcément saisie de ce sujet-là, alors que peut-être qu'elles disent vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, c'est le nombre de victimes qui, encore une fois, a permis à la justice, si vous voulez, d'accélérer le processus et vraiment d'engranger le processus. Mais malheureusement, s'ils avaient été une ou deux, je doute qu'il se soit passé quoi que ce soit. Et c'est pour ça que chaque témoignage est important et que le témoignage que vous avez diffusé tout à l'heure est hyper important par rapport à l'autre petite victime, justement, tout à fait, de Rosa, mais également cette jeune fille qui explique qu'il l'a raccompagnée en voiture, qu'il lui envoyait des messages. Tout à fait. Parce que même si ça paraît un témoignage, évidemment, minime par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'il a pu commettre. En fait, ce sont des témoignages essentiels pour que dans l'ensemble du processus d'enquête, on puisse croiser sa façon de faire, la façon dont il avait pour harceler les jeunes filles sur les réseaux sociaux ou par message. Et donc, même si c'est moins grave ce qui lui est arrivé, évidemment, c'est hyper essentiel que les victimes aillent témoigner automatiquement quand il se passe ce genre de choses parce que ça permet de faire un vrai dossier construit. Sabrina, qu'est-ce que vous pensez ? Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Alice. La médiatisation, parfois, est très utile, d'autant plus si elle est incarnée par une personnalité. Je pense notamment à Flavie Flament pour Patrick Borel, parce que ça permet justement une libération de la parole. Ça permet à certaines victimes de justement se sentir soulagées du poids de la culpabilité, du poids de la honte, du poids du préjudice réputationnel, et donc de fait de corroborer, d'ajouter, d'adjuver leur témoignage passé à une situation présente qui, en l'état, sera jugée par la justice et non pas par le tribunal médiatique ou agoraphique des féministes qui, en plus de manifester ou de relativiser certaines violences, se manifestent auprès de certains et oblitèrent d'autres. Donc oui, en effet, c'est important que justement des victimes, par le passé, prennent la parole au présent justement pour corroborer des dossiers. De quand datent les dernières plaintes contre Patrick Borel ? On dit qu'il y a eu des nouvelles plaintes qui sont arrivées contre le chanteur. Lors du moment où il a été placé en garde à vue, 2 nouvelles plaintes pour viol se sont manifestées. Une qui date de 2000, l'autre de 2008, pour des faits qui auraient été commis en 2000 et 2008. Et une toute dernière, on l'a appris ce matin, il y a un signalement qui a été fait et une plainte qui sera déposée dans la semaine à son encontre. Donc ça fait 3 nouvelles plaintes depuis qu'il est en garde à vue. Tout à fait. Donc en 24 heures, 3 nouvelles plaintes. Deux qui ont été déposées. Et une qui est en cours, de
de dépôt. Jules Torres. Non, moi, je vous avoue que depuis le début de cette affaire, je suis un petit peu gêné. D'abord parce qu'on a eu le débat sur la présomption d'innocence et c'est vrai qu'on a eu le sentiment qu'elle était complètement bafouée. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de féministes, et pas seulement des féministes d'ailleurs, qui vous disent que en fait, il faut abandonner la présomption d'innocence pour avoir une présomption de culpabilité. On a une Marine Tondelier qui nous dit hier que le système politique et judiciaire est beaucoup trop masculin, alors que les magistrats femmes représentent 75% des magistrats. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'on vient un petit peu dans une affaire parallèle, de la même manière que là, on a ce débat sur le nombre, qu'il y ait une plainte ou 15. La justice de toute manière fera son travail. Et puis pardonnez-moi, j'ai jamais défendu Patrick Bruel dans cette histoire, je ne le défendrai pas, parce que par ailleurs, j'ai pas beaucoup de sympathie pour ce monsieur. En revanche, il ne doit pas être un exemple. Comme beaucoup d'hommes n'avaient pas à être des exemples après MeToo. Oui, il y a eu des gros porcs qui, en effet, ont été jetés devant les tribunaux. Beaucoup ont été condamnés, d'autres ont été accusés alors qu'ils n'avaient sans doute rien fait. Patrick Bruel ne doit pas aujourd'hui payer, parce qu'il y a un truc dans la justice qui s'appelle l'indépendance de la justice et l'indépendance des affaires. Et donc, il ne doit certainement pas payer le laxisme judiciaire qui est dénoncé dans l'affaire Liana. Et heureusement que l'enquête avance, heureusement que les gardes à vue a été prolongée pour avoir en effet plus d'informations. Peut-être qu'il sera mis en examen, peut-être qu'il sera placé sous contrôle judiciaire, peut-être qu'il sera en détention provisoire. Mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger dans ces affaires. Et c'est vrai que le débat médiatique qu'on a depuis maintenant 3 semaines sur l'affaire Bruel, moi, m'inquiète beaucoup par rapport à la vision que les Français et que la société a de la justice. Est-ce que les avocats peuvent être là en permanence pendant les 48 heures de garde à vue ? Ils peuvent, mais c'est plutôt Reda qui devrait répondre à cette question. Ils peuvent être bien sûr présents. Mais ils doivent faire preuve de silence, il me semble. C'est ça, Reda Bellage. Ils sont plus là en observation pour voir s'il y a régularité ou pas dans la procédure. Mais parce que là, vous soulevez un truc très important. Les avocats de Patrick Bruel, deux de ses avocates, viennent de sortir de la garde à vue à l'instant. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la garde à vue va être bientôt levée ? Non, peut-être que lui, il a été remis en cellule, s'il est en cellule, puisque des fois, il y a des passes droits aussi. Alors, je ne dis pas que c'est le cas là, mais bon, voilà, je me comprends. Mais en tout cas, voilà, ils sont peut-être allés se restaurer, et puis lui, il est repassé en cellule de garde à vue. Parce qu'il y a des pauses, il n'y a pas que de l'interrogation, il y a des pauses qui se font, évidemment. Vous avez soulevé quelque chose qui est super intéressant et qu'on oublie, c'est que aujourd'hui, depuis maintenant plus de 20 ans, on a tout fait, c'est le sentiment qu'on a en tout cas nous, et les enquêteurs de ma corporation en tout cas, pour compliquer les choses aux enquêteurs et simplifier les choses, ça plaît pas, j'en ai rien à faire, aux auteurs, et compliquer les choses aussi pour les victimes. Voilà. Je résumerai un peu, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que filmer les auditions mineures, ok, mais on nous a rajouté les avocats. Alors oui, on est à un état de droit, mais il y a juste un moment quand vous faites un constat et que vous faites face dans ce pays à des individus qui sont multirécidivistes, que ce soit dans le cadre criminel, dans le cadre délictuel, et qui a absolument aucun suivi. Vous avez parlé tout à l'heure des pédophiles à qui on a retrouvé des images. Ces individus, ils se font soigner, on fait une injonction thérapeutique, mais il y a zéro suivi. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'avais eu le cas, j'en ai parlé sur le plateau de Laurence Ferrari la semaine dernière, où on avait fait une super affaire enfin, je dis une super affaire pour nous, parce qu'on était contents, on l'a chopé, mais c'était un violeur, agresseur sexuel, atteinte sexuelle, et on l'a découvert grâce au TAJ. Alors qu'on nous dit arrêtez avec le TAJ, les policiers, alors que c'est le TAJ, c'est le traitement des antécédents judiciaires. Et il avait 60 faits dans l'Essonne, et c'est comme ça, parce qu'une dame a eu le réflexe de prendre sa plaque, avec la plaque d'immatriculation, l'a passe au fichier, et une petite BAC locale a réussi à remonter toute une affaire. Mais le gars, on l'a suivi pendant 1 mois et demi. À un moment, le capitaine, il nous a convoqués, il nous a dit les gars, vous arrêtez, parce que là, vous êtes à 0 mise à disposition ce mois-ci. Donc moi, je veux 15 mises à dispo par mois minimum. Donc là, vous arrêtez de suivre ce pseudo-agresseur parce qu'il n'y a pas assez d'éléments. Mais au final, on a fini par le faire. Mais le système, il faut revoir tout le système pour avancer, sinon on n'y arrivera pas. Éric Tegner, vous étiez d'accord avec Jules Torres ? Oui, je suis assez d'accord parce que, en fait, ce qui compte vraiment, c'est de préserver la parole des victimes et notamment des faits qui sont mis en avant. Et sur vraiment le cas de Patrick Bruel,
C'est-à-dire qu'il y a des éléments et des plaintes pour viol, c'est comme ça que c'est présenté. Quand on parle de Patrick Borel, on ne parle pas d'harcèlement sexuel, on parle de viol. Et de l'autre côté, il y a une tendance aussi à se dire, eh bien, on va accumuler des plaintes sur le dossier, avec des plaintes, pardonnez-moi, qui vont être beaucoup plus légères. C'est-à-dire que pour avoir regardé même directement dans les articles de Mediapart qui relate ces 2 plaintes de hier, moi je ne vois pas en quoi il peut y avoir des preuves sur ce qui est mis en avant. Ça ne veut pas dire que ce qu'elles disent est fausse, etc. Mais ça veut dire que finalement, il faut aussi faire attention parce que si jamais il est d'une certaine façon relâché pour ces preuves, pour ces plaintes qui sont fragiles, eh bien on va l'exonérer peut-être du reste. On met une égalité sur toutes les plaintes. Flavie Flamand, dont la plainte n'est pas prise en compte, alors que d'abord ça a été médiatisé par Flavie Flamand. Donc c'est là où je rejoins ce qu'a dit Jules Torres sur le fait de faire attention dans le débat médiatique à ne pas prêter à confusion, ce qui ne veut pas dire qu'il est innocent. Ah oui, non, certainement pas. Bien sûr, et donc c'est pour ça que la justice fera son œuvre et que c'est très important. On va revenir à l'affaire Liana. D'ailleurs, je vous l'annonce, à 13h, la maman de Rosa sort du silence et fait une conférence de presse. Donc c'est-à-dire que ce matin, elle a annoncé porter plainte contre Gérald Darmanin et contre l'État avec son avocat. Et à 13h, elle fera une conférence de presse, la maman de Rosa, qui est donc la petite fille qui a été violée par Jérôme Barella, sans qu'il ne se soit rien passé, et sur laquelle on avait constaté des lésions vaginales et anales. C'est très nouveau, que des parents de victimes fassent des conférences de presse, aussi rapidement. C'est assez récent. Et c'est vrai que ces dernières années, on avait tendance à dire que les familles des victimes, et notamment les mères, prenaient souvent la parole et que ça changeait tout. En effet, dans les médiatisations des affaires, qu'une mère de famille, une mère de victime fasse une conférence de presse, c'est pas anodin. Exactement, et ça montre aussi que ça va accentuer la pression d'Éric Tegner sur les ministres qui sont actuellement réunis à Matignon. Mais bien sûr, ça va être un énorme problème parce qu'il y a le sujet de la priorisation. Moi, très rapidement, pour répondre à Reda Bellach tout à l'heure il n'y a pas assez de moyens. Mais les brigades des mineurs, il y en a pas assez en fait aujourd'hui. Il y a des policiers qui sont mobilisés sur d'autres sujets. Moi, chaque semaine, encore hier, je reçois des convocations par la police qui sont chargées de contrôler ce que les journalistes peuvent dire. Pardonnez-moi, ces policiers, on devrait les mettre sur les brigades des mineurs. C'est même la question de la formation, vous le savez Reda. C'est-à-dire que c'est pas de la faute des policiers ou des gendarmes. Il y a trop peu de formation sur le recueil de la parole des enfants qui sont opérés aujourd'hui. Donc on doit prioriser de ce côté-là. Également, pardonnez-moi, il y a la question des services sociaux. Parce que moi, j'ai toute une série de témoignages qui me sont apportés sur le fait que les services sociaux, ils peuvent être mobilisés pour aller vous prendre votre enfant pour X ou Y, mais en revanche, ne vont pas intervenir sur l'inceste. Moi, j'ai mon avocat qui s'appelle Maître Frédéric Pichon, qui m'écrivait il y a 10 minutes le fait qu'il y a 5 cas précis sur lesquels il est l'avocat de mères de famille qui ont porté plainte pour abus sexuels contre leur mari. Eh bien, au final, leurs enfants ont été placés à l'aide sociale à l'enfance où ils ont été tout à fait. Voilà. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'une mère de famille va porter plainte pour abus sexuels contre son mari, on peut finalement terminer par dire qu'elle instrumentalise la parole de ses enfants parce qu'en effet, c'est elle qui va mettre en confiance ses enfants pour les faire parler auprès de la police et à la fin, elle peut perdre ses enfants. Et ça, ce sont des cas extrêmement problématiques et l'aide sociale à l'enfance, on en avait déjà parlé avec Alice Cordier, il y a un énorme problème de proxénétisme, d'abus sexuels, etc. Et c'est pour ça que beaucoup de parents aujourd'hui sont absolument révoltés parce qu'ils se disent si je vais porter plainte, je peux perdre mes enfants. On va se retrouver dans un instant et on va continuer à parler de l'affaire Liana et écouter les sons exclusifs de la petite Lisa qui est la première victime à prendre la parole de Jérôme Barella. Et puis on reviendra sur le meeting de Jean-Luc Mélenchon ce week-end à Saint-Denis où notre journaliste Guillaume Fouquetot était sur place. À tout de suite. De retour dans 100% Frontières. Dans un instant, on va parler du témoignage exclusif recueilli par Pauline Trefzer et Noémie Hardy pour CNews. On est les premiers à en parler sur l'antenne de la petite Lisa, qui est la première victime à prendre la parole de Jérôme Barella. La suite de son témoignage dans un instant, après le rappel des titres de Somaya Labidi. On commence par le poignant message de remerciements posté par la mère de Liana sur Facebook. Des remerciements à l'adresse, je cite, de toutes les personnes qui sont là depuis le début de cet enfer, celles qui se sont déplacées pour la marche blanche en mémoire de sa fille, celles qui n'ont pas pu se déplacer mais dont le cœur était avec eux et celles qui leur témoignent leur soutien. À la une également, la ville de Tyr, dans le sud du Liban, visée par un bombardement après un appel à évacuer émis par l'armée israélienne. Appel concernant toute la localité, y compris le quartier chrétien, une première depuis le début de la guerre entre l'État hébreu et le Hezbollah. Et puis à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, la France prévoit un dispositif de sécurité XXL pour protéger le sommet du G7 qui se tiendra du 12 au 17 juin à Évian. Plus de 13 000 policiers et gendarmes vont cadenasser la ville, mais aussi un vaste périmètre sur 2 départements. Tout ça en coopération étroite avec la suite, mais aussi avec un important système de lutte anti-drone.
Ce sera encore pour vous, Reda Village, les policiers, pour le G7 avec 14 000 personnes mobilisées. Ouais, pour l'instant, on a vu les packs de repas et on se demande pour qui nous prennent. Quoi. Le traitement des policiers et des forces de l'ordre en général est catastrophique. On l'a vu pendant la Ligue des Champions où dimanche, les collègues n'avaient ni à boire ni à manger. Le PP n'est même pas passé voir les collègues qui ont été gravement blessés à l'hôpital, le préfet de police, pardon. Franchement, c'est honteux. Et les ministres, hein, ils ont le chef qui fait le déplacement, et en revanche, il y a bien tout ce qu'il faut au G7. C'est ça qui est sidérant. On va continuer à parler de l'affaire Liana et du témoignage exclusif recueilli par Pauline Trefzer et Noémie Hardy de la petite Lisa qui a été victime de messages absolument insupportables de Jérôme Barella entre ses 15 et 17 ans quand elle était mineure. Elle en parle justement de ces messages insistants. À ce moment-là, il me fait peur. Il me fait vraiment beaucoup peur parce que je me demande qu'est-ce qu'il me veut finalement. Parce que je trouve que c'est pas normal d'avoir 40 ans et de parler à des mineurs de 15 ans comme ça. De les inviter à la maison tout le week-end, enfin, c'est pas possible. C'est pas normal. Donc là, sur le coup, j'ai vraiment eu peur. J'en avais pas parlé sur le coup. Là, avec le recul et avec plusieurs appels passés à notre prof de sport, en fait, je m'étais dit que j'aurais dû lui en parler sur le moment. Mais en fait, moi, à 15 ans, je trouvais pas ça si grave, en fait. Il me faisait peur et j'ai toujours dit non. Donc, je voyais pas non plus la priorité de lui en parler. Et on vient de l'apprendre, selon le ministère de l'Intérieur, 60 400 personnes étaient mobilisées dans les rues de France hier, suite à l'affaire Liana, dont 2900 à Paris. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Alors justement, on y était, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas 60 000 personnes qui sont descendues ensemble dans la rue pour une cause. Donc on était à la place Louis Lépine où a commencé cette manifestation. C'est Anaïs Maréchal qui était sur place. Je vous propose de voir les témoignages qu'elle a recueillis. Ce qui nous manque dans cette histoire, ce n'est pas une nouvelle loi, ce n'est pas des nouveaux moyens, ce n'est pas des problèmes numériques, c'est simplement, me semble-t-il, la priorisation des plaintes pour viol. Et je crains que l'une des difficultés, c'est que nous ayons traité collectivement cette plainte comme on traite n'importe quelle autre plainte et qu'on n'a pas compris que la garde à vue, c'était au début et pas à la fin, pas comme dans une perquisition à la suite d'un cambriolage. C'est exactement ce qui nous a manqué puisque nous avions tous les éléments, un rapport médical qui était extrêmement clair, un auteur identifié, déjà connu dans les services du TAJ et de Cassiopée, et un expert qui avait pu rendre très rapidement son rapport pour dire que cette petite fille, il fallait la croire, et en effet, quelqu'un qui, si on en croit désormais les remontées, était manifestement dans une stratégie de pédocriminalité. Donc vous l'avez compris, c'était Gérald Darmanin qui s'exprimait devant les sénateurs tout à l'heure. Écoutez donc les réactions que nous avons recueillies, place Louis Lépine. Ça semble fou que quelqu'un ait été nommé 4 fois et qu'il n'ait jamais été même entendu. J'ai une petite fille de 4 ans et je trouve que c'est pas normal ce qui se passe. J'ai l'impression que personne ne fait rien. Je suis un peu émue, désolée, mais je trouve que c'est triste, ouais. Mais même, je pense que même quand on n'est pas maman, quand on voit ce qui se passe, on peut pas laisser passer ce genre de choses. On a une justice en France, elle fonctionne, je pense, très très mal. Mais il faut que ça change. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et la mort de Liana, c'est la mort de trop. Cet homme, Barella, qui a tué la petite Liana, on savait qu'il avait déjà un passif de violeur. Et pourtant, la justice l'a laissé dehors. Et moi, aujourd'hui, comme tout le monde ici, j'ai envie de demander des comptes. Parce que demain, ça peut être une de mes nièces, ça peut être ma petite sœur, ça peut être n'importe quelle fille de France. Moi, je viens à titre personnel, en soutien comme toutes les mamans, toutes les femmes de France, on a peur pour nos enfants. J'ai 2 enfants, 2 petits-enfants. Et moi, mon combat, je le mène pour eux. Entre l'histoire de la pédophilie et cette histoire-là, c'est juste plus possible, quoi. Je suis présente à ce rassemblement parce que je pense que c'est un problème qui est systémique et non pas individuel comme on veut nous faire croire. Et je pense que c'est important de réformer le système dans son entièreté. L'annulation, parce que c'était trouble. Moi, c'est plus ça qui m'a choquée. Parce que pour moi, militer pour les enfants, pour le droit des enfants, c'est pas du trouble à l'ordre public. Chacun se transpose en fait, chacun se dit ça pourrait être mon enfant. Et d'ailleurs, il y avait des mamans qui étaient présentes, d'élèves, et dénoncent le manque de réaction après les problèmes survenus dans le périscolaire parisien et dans l'école de leurs propres enfants. Tout le monde s'est renvoyé la balle, personne n'est responsable de rien. De toute la partie éducation nationale, ça s'est passé au périscolaire, donc c'est pas à moi de gérer. Donc bam, ils s'en occupent pas. Côté d'ASCO, périscolaire, pareil, absolument rien, pas un écrit, pas
même pas une formation des animateurs. Ils se sont tous renvoyés la balle. C'était la responsabilité de personne. C'est la faute à pas de chance. Voilà, c'est pas eux. Et ça, je trouve que c'était très très violent en fait à vivre. Que personne ne dise oui, alors là il y a eu un souci. Voilà, peut-être on va essayer de trouver à quel endroit dans la chaîne de transmission ça a pas marché, mais c'est pas normal. On est désolé. Non, c'était vraiment en gros. Limite les parents qui étaient pas nets de s'énerver parce qu'évidemment il y avait beaucoup de tensions. La manière dont sont organisées les choses, et ils ont peur de quoi en fait? Ils ont tous peur pour leur place, mais on comprend bien que pour être renvoyé et de l'éducation nationale et de la mairie de Paris, il faut... En fait, je sais pas ce qu'il faut faire. On se fait pas renvoyer. On passe juste d'une école à une autre. On passe d'une école à une autre. Notre cas n'est pas du tout un cas neuf. Sabrina. Un mot quand même, parce que hier soir, pendant ces rassemblements, il y a eu une forte tension. Il y a même eu des tensions entre les gens présents et la police. On sait notamment qu'Andrea Bescon a été placée en garde à vue quelques heures. Elle est ressortie depuis, elle en a parlé sur ses réseaux sociaux. Andrea Bescon, c'est qui? C'est une activiste, une militante et une artiste qui s'est engagée pour la cause des enfants qui ont été abusés. Elle-même a été abusée. On avait fait un spectacle qui s'appelait Les Chatouilles, qui a été transposé après dans un film au cinéma. Et elle est vraiment habitée par cette cause et elle essaye de faire des choses pour soutenir les enfants qui subissent des violences sexuelles. Et donc hier, elle était présente à Paris, elle a été placée en garde à vue et dans sa communication sur ses réseaux sociaux, elle dit justement « Moi, j'ai été placée en garde à vue alors qu'on avait un pédocriminel qui, lui, n'a jamais été inquiété ». Et je tiens à préciser c'est juste scandaleux. C'est-à-dire que c'est effectivement une réalisatrice, autrice de théâtre qui a fait une pièce sur ses propres abus. Elle manifeste et c'est elle qui termine en garde à vue. Je suis désolé, c'est juste scandaleux. Ça sert à quoi de la mettre en garde à vue? Bien sûr. Pourquoi? Pour qu'elle dise ce qu'elle dit déjà et devant le micro. Je me suis mobilisé pour cette raison. Ça, c'est du temps perdu quand on nous dit qu'il y a un problème de moyens. Ça, c'est du temps perdu. Mais je tiens à préciser que s'il y a eu des sortes de petites frottements, on va dire, entre les services de police et les manifestants, c'est parce qu'il y a eu cette interdiction Place Vendôme dernière minute, donc 2 heures avant la manifestation. On a été appelé par la police 2 heures avant, qui nous expliquait que finalement le lieu était changé. Donc au début, en fait, le lieu n'était pas modifié. Il y avait une tolérance si les manifestantes venaient sans pancarte. Et puis une demi-heure après, on nous a rappelé en disant finalement, en fait, non, il n'y a pas du tout c'est une interdiction totale. Vous allez tout à un autre endroit. Mais en fait, ça provoque la colère des gens. Et moi, j'ai vraiment de la colère quand je vois qu'on a un ministère qui a pris cette décision et qui a fait en fait porter le chapeau aux policiers, parce qu'après qui est sur le terrain, c'est eux, c'est pas Gérald Darmanin ou Laurent Nunez, et c'est eux qui se retrouvent face à des gens en colère. C'était pas des Black Blocs hier, c'était pas des militants d'extrême gauche virulents et les fémènes qui faisaient leur happening qu'on connaît. Je veux dire, c'était ça la scène les plus torrides qu'on ait pu voir hier en fait. Et c'est vrai que quand vous vous dites que vous vivez dans un pays où la femme qui a été abusée enfant, quand on a fait un film et une pièce de théâtre qui manifeste, termine en garde à vue, alors que Jérôme Barella, qui s'en est pris à Rosa, qui lui a laissé des séquelles vaginales et anales, n'a pas passé 1 heure en garde à vue. Vous dites juste qu'on est dans un pays de dingue, en fait. Dans un pays de dingue. Et après les dernières scènes qu'on a vues avec la victoire du PSG, alors là, plus rien, on tenait plus rien. Alors quand c'est des manifestantes, des mamans et des jeunes filles qui manifestent gentiment parce qu'elles en ont marre que leur fille se fasse violer et assassiner, alors là, par contre, on annule les manifestations. Après, et vous avez des catholiques qui se retrouvent aussi en garde à vue parce qu'ils ont fait une protestation devant une église contre... protestation, ils ont prié. Hein. Voilà, ils ont prié. Ils ont prié devant l'église où était Barbara Butch, se représentait pour la Nuit Blanche, qui est une activiste qu'on a vue notamment dans la Seine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui n'est pas tout à fait dans le partage des valeurs chrétiennes et des traditions chrétiennes, et qui investissait. Et eux ont terminé en garde à vue. Une église, et eux, les 6 ont été en garde à vue. Et on va le dire différemment, c'est-à-dire que c'était un spectacle blasphématoire au sein d'une église. Voilà. Dans le même temps, à la Grande Mosquée de Paris, il y avait évidemment des conférences sur les grands penseurs de l'islam. Et qui demandaient est-ce qu'une vraie gauche arrive au pouvoir dans l'enceinte de l'église. Mais vous voyez, c'est intéressant sur l'interdiction de dire. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, en ce moment, il a un problème. C'est quoi? C'est qu'il dit j'ai pas beaucoup de pouvoir, je fais ce que je peux, etc. Il a expliqué qu'il n'en dormait pas la nuit ces derniers jours, et en même temps, sur le peu de décisions qu'il prend,
il prend ce type de décision qui est surprenante. C'est-à-dire que aujourd'hui, à un moment, il s'entend avec le ministère de l'Intérieur, avec la manif. Pardonnez-moi, je pense peut-être qu'il est sous l'eau aujourd'hui, mais je pense que Gérald Darmanin a été parfois plus fin politiquement. Je pense qu'il aurait pu comprendre que hier, il fallait autoriser cette manifestation. Mais l'interdiction, c'est le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris, pas le ministère de la Justice. Pas de pouvoir aujourd'hui. Il a donné son avis, Jules. Visiblement, vous êtes dans des discussions dans lesquelles je ne suis pas. En tout cas, énormément de policiers témoignaient en disant que ça venait pas de la préfecture de police directement. Écoutez Marine Le Pen sur la démission de Gérald Darmanin. On ne peut pas faire des appels à la démission en permanence. Et il va être remplacé par qui? Je veux dire, est-ce que M. Dupond-Moretti n'a aucune responsabilité non plus dans tout cela? Bon, il en a une aussi, donc on peut remonter la chaîne des responsabilités très loin et aller même en aval. Il sera remplacé par quelqu'un qui fera exactement la même chose que lui. Je crois que c'est à la tête de l'État qu'il faut surtout changer les choses, changer la philosophie, changer l'impulsion, et changer la manière dont est perçue la problématique essentielle qui est celle de l'insécurité dans notre pays et qui, lorsqu'elle est de nature criminelle, est ressentie évidemment avec une cruauté et une douleur extrême. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'affaire Liana. On va continuer évidemment à en parler toute la journée sur CNews avec la conférence de presse de la maman de Rosa, qui est la petite fille qui a été abusée par Jérôme Barella, le même homme qui est le principal suspect, vous le savez, dans le meurtre de Liana. Conférence de presse à suivre sur CNews à 13h. Mais pour l'heure, on va parler de ce qui s'est passé lors du meeting de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis, qui a fait le plein, il faut le dire. Jean-Luc Mélenchon a réuni une sacrée foule du côté de Saint-Denis. Nous avons décidé d'y aller. Guillaume Fouquetot s'est rendu sur place et vous allez voir que ça a été très compliqué pour lui. Première séquence et il nous rejoint en plateau. Vous laissez mon cadreur tranquille. Vous laissez mon cadreur tranquille. Mais regardez-le, mais regardez-le. Mais vous avez, c'est prodigieux. Hein. Ah vous, ça bat des records là. Et vous savez, vous faites peur à personne. Hein. Vous faites peur à personne. Hein. Mais si votre combat c'est ça. Mais... Arrêtez d'importuner les citoyens. Pardon ? Bah écoutez, moi je tends le micro à tout le monde. Hein. Arrêtez d'agresser les citoyens. Faites votre vie. T'es pas le bienvenu, voilà. Tu veux qu'on nique ta mère, on va tous te niquer. C'est bon ou pas? Ça n'était pas le bienvenu. Oh putain. Hey, j'essaie de te parler gentiment, voilà, c'est ça que tu vas filmer. C'est ça que tu vas faire. C'est ça que tu vas filmer. Guillaume Fouquetot, on voit que ça a été compliqué pour vous lors de ce meeting à Saint-Denis de Jean-Luc Mélenchon. Oui, absolument. Ça a été assez sportif. Nous, on est arrivé sur la place Victor Hugo aux alentours de 15h30. Immédiatement, il a fallu un peu moins d'une minute avant que nous soyons reconnus. Une foule extrêmement importante s'est massée autour de nous, nous empêchant de travailler. On a essayé de progresser quand même dans ce meeting pour faire notre boulot, tendre le micro, évidemment, avec une foule aussi importante en train de nous hurler dessus, nous intimant l'ordre de partir. Elle a été absolument impossible d'entamer toute discussion avec des militants. On est alors sorti en périphérique du meeting pour essayer d'avoir des gens à l'extérieur du meeting. Et là, exactement le même schéma s'est répété. Des dizaines de personnes étaient autour de nous. Des insultes, des jets de bouteilles ont été extrêmement fréquents. Un militant antifasciste a fait également un croche-patte à mon cadreur Charles. On a essayé à ce moment-là une nouvelle fois de rentrer cette fois sur différentes artères du meeting. Et là, cette fois-ci, c'était la sécurité donc, de Jean-Luc Mélenchon qui nous a donné l'ordre, qui avait des consignes extrêmement précises de ne pas nous laisser rentrer. Donc ils l'ont dit très clairement au micro, ils ne voulaient pas des journalistes de 100% Frontières. Alors justement, on va voir que l'entrée était impossible pour vous dans cette deuxième séquence, avant d'entendre les quelques sympathisants qui vous ont donné leur parole, puisque c'était très compliqué de recueillir la parole des sympathisants de Jean-Luc Mélenchon pour vous. Donc vous voyez l'entrée qui vous est refusée, l'entrée qui est impossible pour les équipes de 100% Frontières au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Je pose les questions que je veux. On est sur l'espace public. J'ai le droit de poser les questions. Merci beaucoup. En fait, on va couvrir toute la campagne. Donc je vais faire tous les meetings, madame. On est arrivé sur place depuis un peu moins de 10 minutes. Et regardez derrière moi, tout cet attroupement. L'extrême gauche encore fait preuve d'une tolérance absolument exacerbée. C'est dommage parce que j'avais plein de questions qui me semblaient extrêmement intéressantes. Évidemment, c'est absolument impossible de travailler.
Mais casse-toi en fait. Pourquoi est-ce que je devais me casser? Quoi? Oui. Oui, monsieur. Oui, mais monsieur, en fait. On y va. On dégage, voilà. C'est là-bas, là. Messieurs, dames, bonjour. On a déjà dit de partir. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur, vous partez, s'il vous plaît. On est journaliste, on vient faire notre travail. Non, faut pas les laisser. Pardon? Pourquoi? Non. Ah non, on a le droit, hein, monsieur. Hein. Ouais, mais j'ai ma carte de presse, on a le droit. Oui, mais monsieur, on n'a pas dit que vous n'avez pas le droit, mais c'est les principes, monsieur. Alors selon quoi alors? Selon quoi? Quelles consignes? C'est des consignes. Quelles consignes? Donc on vous a donné des consignes de ne pas nous laisser rentrer? Oui, c'est les consignes, monsieur. Alors vous savez qu'on est journaliste, hein. On a le droit d'être là, monsieur. Mais en fait, c'est public, c'est-à-dire que je suis journaliste et j'ai le droit de le couvrir. J'ai le droit de le couvrir. Désolé, c'est les consignes. Et ce monsieur vous dit bien que ce sont les consignes. Vous faites refouler, ce sont les consignes, alors que c'était un meeting en extérieur et que vous avez le droit d'être sur l'espace public. Et que c'est public, c'est-à-dire qu'on est censé, en tant que citoyen français, pouvoir y accéder évidemment de manière tout à fait légale. Mais il nous a dit droit dans les yeux que c'était des consignes qui venaient évidemment du haut de sa hiérarchie, de ne pas faire laisser rentrer les journalistes de 100% Frontières dans le meeting. Et Guillaume a sa carte de presse, évidemment, c'est-à-dire qu'il respecte les habitants. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que leur objectif, évidemment, c'est quoi? C'est de dire, pendant la campagne présidentielle, on va choisir nos médias. Effectivement, nous, chez 100% Frontières, on va couvrir absolument tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en règle générale, on va nous dire, oui, mais vous avez caricaturé parce que c'est simplement une minorité d'activistes au sein d'un meeting qui se comporte de la sorte avec des propos violents. Mais là, c'est tout le monde. C'est-à-dire que c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit que ce ne sont pas seulement 3 ou 4 individus, c'est un ensemble de personnes. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 choses à apprendre dans ce meeting qui s'est passé samedi. D'abord, la première, en effet, c'est qu'ils choisissent leurs journalistes. Ils considèrent que Saint-Denis, c'est chez eux. Et le deuxième élément, il est rapporté par le journal Le Monde, hein, c'est pas moi. Il dit qu'il y avait globalement majoritairement des Blancs. Voilà. Donc c'est intéressant de voir qu'en effet, à Saint-Denis, pour le meeting de la Nouvelle-France de Jean-Luc Mélenchon, visiblement, il n'a pas su rassembler tous ceux qu'il voulait rassembler. Et à nouveau, c'est le journaliste du Monde qui le dit, pas moi. Alors écoutez les sympathisants qui ont bien accepté de répondre à vos questions, Guillaume. C'est son année, Jean-Luc Mélenchon. C'est son année et il va être en face, le Front National. Tu as le droit de venir, tu as le droit de filmer, tu fais ce que tu veux. Pourquoi j'ai dû me faire exfiltrer alors? C'est rien ça. Faut pas, ils vont même pas vous le toucher. C'est juste les cris, c'est tout, mais ils sont gentils. Jean-Marie Le Pen, j'ai assisté en 2002. Il y avait Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. On a sauvé la République. On sauvera la République. Donc un responsable politique appelle une insurrection en cas de victoire de Jean-Marc. Ça vous dérange pas? Ça, c'est les journalistes qui font la démagogie de ce qu'il dit. Non, c'est pas vrai. Bakayoko n'appelle pas ça. Mais n'appelle pas là. Oh non, c'est impossible. L'insurrection, j'ai jamais parlé avec lui, mais quand il parle de l'insurrection, c'est l'insurrection verbale, c'est s'inscrire sur les listes électorales, c'est ça. C'est se révolter en agissant de façon civilisée. Parce que beaucoup de gens ne sont pas inscrits sur les listes. Je suis pas sûr que ça soit la définition d'une insurrection, monsieur. Oui, non, mais je pense que dans sa façon, il ne peut pas, comment dire, prôner la violence. C'est pas possible. J'espère sincèrement que ça sera l'année de Jean-Luc Mélenchon. C'est un petit groupe d'individus. Mais c'était pareil à l'intérieur. C'est pas l'ensemble du parti. Regardez, je fais partie du même parti qu'eux. Il y a 3 personnes qui m'ont répondu en 2 heures, madame. Je m'adresse à vous sans problème. Hein. Après, moi, j'ai le courage de mes opinions. Hein. Je vous souhaite bon courage. Merci, madame. Vous faites votre métier, vous faites que votre métier. Hein. Il reste que c'était une démonstration de force pour Jean-Luc Mélenchon du côté de Saint-Denis. Et d'ailleurs, il récupère tout. On est chez nous, slogan, ils l'ont récupéré. Oui. Le drapeau français fait son retour après l'avoir conspué. Il récupère tous les symboles. Je vais vous dire, quand j'ai découvert ces images dimanche soir, je me suis dit c'est une démonstration de force. 15 secondes plus tard, j'ouvre mon téléphone, je tombe sur la une de Libération qui disait démonstration de force. Donc là, c'est vrai que c'est difficile. Et c'est pas tous les jours que Jules Torres parle comme Libé. Et c'est pas souvent que je parle comme Libération. Mais c'est-à-dire qu'en même temps, quand on voit que M. Boimran est candidat, que M. Guedj est candidat, que tous les Lilliputiens de la gauche sont candidats, Jean-Luc Mélenchon, avec ce genre d'image, évidemment qu'il doit être extrêmement confiant. Et ça amène à ce qu'on dit depuis des semaines, c'est que le pays est prêt aujourd'hui à un affrontement entre la gauche radicale et la droite nationale, entre la France insoumise et le RN. Le centre n'y arrive pas, le centre est complètement ringardisé par ces 2 offres politiques, et que Jean-Luc Mélenchon, oui, il commence toujours ses campagnes à 10-11%, vous verrez que la prochaine, il la terminera bien au-delà des 20%. Et après, on verra ce qui se passera au second tour, si c'est RN versus LFI.
suffit. Parce que le système est toujours très fort. Voilà, et c'est exactement. Le petit théâtre antifasciste, vous inquiétez pas, qui sera là, il fera son retour. Pierre de Villeneuve, Midi News, quel est le programme ? Le programme, c'est qu'on suivra attentivement la prise de parole de l'avocat de Rosa. Rosa, c'était autre victime du principal suspect dans l'affaire Liana. Cette affaire qui a commencé en 2025. La maman n'a toujours pas de nouvelles. Quand elle a contacté les enquêteurs, elle s'est fait envoyer balader. Prise de parole de l'avocat dès 13h, donc dans quelques instants. Que la maman sera présente. Anne Laurin m'a dit que la maman de Rosa sera présente lors de cette conférence de presse. Donc, si Anne Laurin le dit, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. On va donc, et c'est très important parce que les mamans qui prennent la parole, ça a vraiment changé énormément de choses. Oui, elle a pris la parole déjà ce matin. Exactement. Le confrère d'RTL. Pensez à la maman de Lola, pensez à la maman d'Elias, pensez à la maman de Philippine, pensez à la veuve du gendarme Comines. Toutes ces femmes qui ont pris la parole et qui ont mis un terme au débat en récupération politique. Il faut que ça change, voilà. Oui. Et on a le droit de récupérer les drames pour en éviter d'autres, en fait. Pierre de Villeneuve, Midi News, à ce soir 21h.